Alors, bonjour à tous, on y va pour ce troisième webinaire consacré au bois énergie, à la chaleur, au réseau de chaleur citoyen. Nous avons fait deux premiers webinaires en septembre et début octobre euh, pour se mettre à niveau, vu la diversité d'acteurs que nous sommes entre des professionnels du bois et du bois énergie, et puis d'autres qui sont plus d'expérience sur le montage citoyen, souvent sur des filières de production d'électricité. On avait fait deux webinaires pour se mettre à niveau, en partenariat avec le comité interprofessionnel du bois énergie, le CIB, et du coup Eddy Chinal de Forest ENR, qui est le fil rouge de cette série de webinaires. Pour vous dire, c'est un atelier thématique, comme on en fait d'autres au sein de Énergie Partagée. Donc, parmi nos adhérents, aujourd'hui on a 280 adhérents. On travaille sur différents sujets et pour échanger, partager de l'expérience, se poser des questions, nous avons créé des espaces d'échange qu'on appelle ateliers, qui sont thématiques et dans lesquels on va avoir une liste de discussion voilà, pour échanger, des rencontres et des moments de rencontre à distance via les webinaires, pour notamment tout ce qui va être retour d'expérience, mais aussi parfois pour ce qui va être de la co-construction d'outils ou de travaux. Et puis des fois, il va y avoir des rencontres en physique, comme là par exemple, bientôt pour l'atelier grappe photovoltaïque. Eh bien, le séminaire grappe PV, c'est, il me semble, le 22 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que j'en dis des bêtises? Non, c'est ça, le 22 novembre à Paris. Voilà, du coup, je ne vais pas vous parler des autres ateliers. Ils sont tous ouverts aux adhérents, ça c'est sûr. Et puis, parfois, ils sont même ouverts à l'extérieur. C'est le cas, par exemple, sur l'atelier Bois Énergie. C'est le cas sur grappe photovoltaïque. Ce n'est pas le cas pour d'autres, comme l'outil de gestion du sociétariat ou l'ancrage local, où là, c'est vraiment réservé aux adhérents d'énergie partagée. Voilà, sur le bois énergie, du coup, il y a une liste de discussion à laquelle vous pouvez vous inscrire. Voilà le lien, je vais vous le mettre dans l'onglet de conversation. Donc ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur cette liste et du coup qui ne reçoivent pas les informations de connexion, notamment pour le webinaire. Donc je vous invite, en fait, si vous avez envie de continuer d'échanger avec nous sur le sujet bois énergie, à vous y inscrire. C'est une framaliste, mais dont l'adresse est bois@energiepartagée.org. Et puis on a un espace de partage des documents sur. Aujourd'hui, on utilise la solution de Google qui reste là efficace pour ce qu'on veut faire. Donc c'est sur un drive et on partage. Là, vous voyez différents documents, beaucoup autour de Forest ENR, des guides, des infos sur les sites bois énergie qui existent, et puis évidemment les diaporamas des webinaires. Voilà, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails concernant cet atelier, sinon pour vous dire que les enregistrements sont disponibles des deux premiers webinaires. Là, vous avez les liens sur notre espace adhérent et je les remettrai dans le mail de compte-rendu d'aujourd'hui. Et puis, voilà, à noter, on le dira à la fin, mais qu'il y aura un autre retour d'expérience de Forest ENR le 12 novembre, avec une autre focale, un autre point de vue, mais Eddy va nous expliquer tout ça. Je vais d'ailleurs te passer tout de suite la parole, Eddy, pour présenter ton expérience. Donc là, aujourd'hui, on va être plus technique que les autres jours, les autres webinaires. On va rentrer vraiment sur le montage juridique, financier et technique, la réalité d'un projet, avec le recul maintenant que tu peux en avoir, Eddy. Et puis, bah, évidemment, comme d'habitude, on va répondre à vos questions. Donc, vos questions, vous pouvez les poser
En écrivant en bas de votre écran, vous avez un petit module de conversation là, qui s'appelle Converser. Alors vous, c'est en bas de votre écran. Et puis là, vous pouvez poser vos questions par chat. Et puis moi, je vais les collecter, les traiter et les passer à Eddy qui pourra y répondre. Voilà. Globalement, on va essayer de ne pas vous donner la parole, la voix, parce qu'on va être nombreux et que le temps est compté. Voilà. Mais s'il y avait de manière irrépressible quelqu'un qui voulait témoigner ou compléter, on pourrait tout à fait lui donner la parole. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les mettre dans le chat, j'y répondrai. Et je passe la parole à Eddy et je te laisse, j'arrête mon partage d'écran, je te laisse du coup repartager ton diaporama. Alors, très bien, diaporama, reprendre le diaporama, est-ce que c'est ça? Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir plus que ça, mais bon. Donc, très bien, si l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter avec pas mal de détails. Alors, je ne vais pas forcément d'ailleurs rentrer dans tous les détails de ce qui va être indiqué là. J'ai mis pas mal de détails comme ça, vous les avez, sur comment s'est déroulé ce projet. Alors, on est parti. Donc, l'introduction, tout ça, ça a été fait. Donc, la première partie, l'émergence du projet, comment ce projet est arrivé. Donc, bon, déjà, on situe Lucinge, on est une commune de Haute-Savoie qui est à la frontière suisse, juste à côté de Annemasse. C'est une petite commune de 1500 habitants qui a plusieurs bourgs, hameaux. Et là, on est dans voilà, le bourg central qui doit représenter une petite moitié des 1500 habitants. Alors, c'est un projet rural. Alors, cette commune, elle est à côté d'Annemasse. Alors, ceux qui n'ont pas une vision bien claire de cette frontière suisse, c'est très, 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 très dynamique. Ça n'arrête pas de construire dans tous les sens. Et donc, même si elle se met un petit peu à l'écart, c'est une commune sur laquelle il y avait de nombreux projets, ce qui est souvent d'ailleurs un élément qui déclenche la réalisation d'un réseau de chaleur. Donc là, on avait une nouvelle salle communale qui allait se construire et 28 logements collectifs, un musée, enfin le manoir du livre d'artiste, et puis comme on fait 28 logements, il y a une extension de l'école. Voilà, donc la collectivité qui est intégrée à un agenda 21, un plan climat et même une démarche TEPOS sur le territoire, soit de l'agglo d'Annemasse, soit un peu plus élargi. Bon, et il se trouve que le maire de Lucinge, c'est le vice-président de l'agglo en charge de l'environnement et du développement durable. Et donc, forcément, il s'était posé la question de comment on chauffe tout ça. Et ils avaient donc fait réaliser une pré-étude, puis une étude de faisabilité d'un réseau de chaleur qui avait montré l'intérêt de la chose. Donc, pour ça, ils s'étaient rapprochés du syndicat d'énergie de Haute-Savoie qui s'appelle le CIAN. Et donc, cette étude, elle montrait que oui, il y avait un potentiel. Alors après, la commune s'était dit, bon, très bien, mais nous, il y a d'un point de vue technique 2 salariés sur la commune et à la fois porter ça puis le gérer par la suite, on ne sent pas ça, quoi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le syndicat d'énergie n'avait pas la compétence chaleur, ce qu'il a pris depuis. Donc, il a capacité à réaliser des réseaux de chaleur pour le compte de collectivités. Et donc, il leur a dit, avec un petit projet comme le vôtre, on va le voir, on distribue 1000 MWh par an, vous ne pouvez pas faire une concession. Voilà. Donc, ils en étaient là. Néanmoins, la commune, et je l'ai souligné parce que c'est toujours intéressant de dire que ça existe, elle avait fait le choix de dire nous ne voulons pas du réseau de gaz sur la commune parce que nous voulons donner la priorité aux énergies renouvelables. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qui donnent quand même déjà un contexte plutôt favorable au départ. Donc ça, voilà, c'est le contexte. Ça, on est donc en 2015. Alors, attendez, je galère un tout petit peu pour... voilà. Alors, donc ils en restent là. Puis, mi-2016,
Moi, je rencontre un élu de la commune lors d'une soirée bois énergie qui avait lieu à l'Interpro Forêt Bois de Haute-Savoie, où à plusieurs on animait quelque chose sur le bois énergie. Et donc, bon, bah, voilà, il discute le coup et il me dit que voilà, il a un projet, qu'il aimerait bien l'avancer, il ne sait pas comment, ça bloque, voilà. Et que ben, lui, il a vécu longtemps en Bretagne et où il avait participé à un projet citoyen et qu'il aimerait bien faire un projet citoyen. Je lui dis bah, très très bien, parce que nous, donc ça c'était il y a, on le voit, 3 ans, on était en réflexion très avancée sur la constitution de Forestener. Je lui dis bah voilà, nous c'est exactement le projet qu'on veut faire, et donc on décide de poursuivre, enfin d'avancer ensemble plutôt. Et donc la première étape que l'on fait, de manière générale, c'est qu'on va faire une étude de faisabilité. Donc c'est Forestener qui l'a fait pour juger si ce projet il tient la route ou pas. Donc, nous, on en arrive à la conclusion que oui, c'est un projet qui est techniquement réalisable et économiquement l'est aussi, c'est-à-dire, comme on l'avait déjà vu la dernière fois, permet d'avoir un prix de la chaleur qui reste compétitif ou acceptable pour les abonnés potentiels. À partir de là, on va présenter ça une première fois à un petit groupe d'élus. Donc l'élu en question là, et puis 2, 3 adjoints, et puis ça, ils sont plutôt intéressés par la démarche. Donc voilà, la démarche Forestener, c'est on va vous vendre de la chaleur bois énergie clé en main avec un projet dans lequel il va y avoir une gouvernance citoyenne et du financement citoyen. Donc, ils nous disent bah, pourquoi pas. Et donc, bah, on retourne une deuxième fois en conseil municipal. Là, on retourne après en conseil municipal présenter ça. Puis, une dernière fois en conseil municipal, puisque parallèlement à tout ça, la question qui se posait, c'était de se dire oui, mais comment on fait? OK, vous êtes prêt à le faire, mais comment on le fait? Et donc, bah, comme il y a de nombreux utilisateurs de la chaleur, la seule possibilité, c'est une délégation de service public. Et donc, c'est ce choix qui est fait par la commune. Et donc, fin 2016, début 2017, elle prend la décision de lancer cette consultation. Et donc, pour ça, elle se fait accompagner d'un bureau d'études qui lui fait le dossier de consultation dans lequel il y avait donc, à la fois du technique et du juridique. Et c'est le bureau d'études Kéros Ingénierie qui les a accompagnés. Voilà. Donc, je rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une délégation de service public concessive? C'est que la collectivité va rechercher une entreprise, ou plutôt un groupement d'entreprises avec un mandataire qui va avoir en charge la conception, la réalisation, le financement des installations, puis qui exploite sur 20 ans derrière et qui facture directement la chaleur aux abonnés. Il va donc se rémunérer pour amortir son investissement, mais aussi toutes les charges d'exploitation sur la vente de chaleur. La collectivité, elle fixe des objectifs de performance qui sont énergétiques, environnementaux et de qualité de service. Et puis, elle a, puisqu'on l'avait bien accompagnée en amont là-dessus, elle avait intégré, on va y revenir, des critères de notation qui ciblent la démarche citoyenne, à la fois sur la gouvernance et sur le financement, puisque comme vous avez suivi les 2 premiers webinaire, vous savez que c'est 2 notions assez différentes et qui sont dans la démarche que Énergie Partagée et donc Forestener promeut. La notion de gouvernance, elle est importante. Alors, pourquoi c'est un critère et pas imposé dans le cahier des charges? C'est que, alors que ça soit Kéros Ingénierie ou d'autres juristes avec lesquels on a travaillé, nous ont alerté sur le fait que certes, il y a eu une loi de transition énergétique qui a permis un certain nombre de choses aux collectivités de rentrer dans le capital d'une société de projet, et différentes choses. C'est possible, aujourd'hui, ça paraît encore un peu tôt d'imposer du financement ou de la gouvernance citoyenne. En tout cas, ça n'apparaît pas clairement comme une possibilité. Et donc, comme ça n'apparaît pas clairement comme étant possible, autant on peut imposer des critères, des obligations environnementales ou sociales, autant ça n'est pas écrit noir sur blanc qu'on peut imposer ça
dans un règlement de consultation. Donc, les juristes nous disent « Attention, ça veut donc dire que si quelqu'un n'est pas content et qui fait un recours, il y a des fortes chances que le marché puisse être cassé. Donc, il vaut mieux intégrer ça dans les critères de notation, où là, vous allez noter les offres sur différents critères techniques, économiques, vous pouvez intégrer ce volet-là. D'autant plus que, par exemple, sur la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'elle lance des consultations, par exemple sur du photovoltaïque, il y a un bonus qui est sur le prix d'achat d'électricité qui est donné si on a du financement citoyen, et le cadre de ce qui est appelé un projet citoyen est plutôt bien décrit. Et l'idée, ça avait été de reprendre ça, justement. OK. Alors, il y a eu donc la consultation qui a été lancée. Il y a eu 3 offres même, dont une qui n'a pas passé la candidature parce qu'elle n'était pas dans les clous. Et donc, il y a eu 2 offres et, in fine, Forest Ener a gagné. Alors, je ne vois pas les questions, mais je vous entends déjà en disant « Oui, mais votre histoire, c'était quand même bien téléphoné, puisque vous faites une étude en amont, gratuite pour une collectivité, elle lance une consultation, vous vous doutez qu'on les a très largement accompagnés sur la rédaction de dossiers de consultation et vous répondez derrière. Oui, c'est vrai qu'il y a une présence qui est forte, mais la principale réponse que je pourrais vous donner, c'est ne vous leurrez pas. Les autres, les opérateurs énergétiques que peuvent être Dalkia, Cofeli et IDEX font ça aussi. Voilà. Ils font ça très largement, ils ont des gens qui sont payés pour faire tout ça, donc voilà, ça s'appelle plus du sourcing, et on est sur quelque chose d'innovant. Moi, j'assume sans aucun problème le fait qu'on est présent sur la globalité du projet. Après, il y a une consultation. Nous, par contre, on n'est absolument pas présent dans l'analyse des offres. Là, il s'était accompagné d'un AMO, et cet AMO a fait son analyse. Moi, je trouve que c'est très bien quand il y a plusieurs offres parce que ça permet à la collectivité de voir que, OK, on fait du citoyen et tout ça, mais on a amené un projet qui tenait la route et comparativement à une autre offre. Voilà. Alors, quand je dis Forest Ener a été retenu, il a été retenu évidemment avec un groupement. Alors, dans ce groupement, qui est-ce qu'il y a? Il y a EPOS qui est un bureau d'études d'ingénierie. Il y a Argasner qui fournit les systèmes bois énergie. Il y a Eolia, qui est une société qui est basée sur les Deux-Savoies, l'Isère et le Rhône, dont le métier premier, c'est sa maison mère, elle fait du génie climatique, et a une filiale qui fait de l'exploitation. Et donc, eux, ils ont à la fois en charge les travaux de génie thermique et électrique, et ils vont exploiter derrière. Puis, il y avait une société de grosses œuvres locales. Alors, tous ces gens-là que j'ai cités, ils sont co-traitants. Et puis, il y avait des sous-traitants qui sont arrivés ensuite. C'est ceux qui ont fait les tranchées réseau et puis le fournisseur de plaquettes forestières. C'est important d'avoir des… pourquoi cette différence co-traitant-sous-traitant? Vous avez tout intérêt à avoir le maximum de co-traitants parce que, en termes d'assurance, quand il y a un co-traitant, c'est son assurance qui va jouer directement. Pour une structure comme Forest Ener, dont c'était le premier projet, autant dire que imaginez qu'elle allait pouvoir trouver un assureur qui lui couvre une décennale sur le bâtiment et sur le réseau, c'était totalement rêvé. Donc là, l'assurance du bâtiment, elle est prise par l'entreprise de Gros Œuvres, et l'assurance du réseau, puisqu'on a une décennale sur 10 ans, sur le réseau de chaleur, elle a été prise par Eolia. Voilà. Et puis, l'assurance sur toute la conception, c'est le bureau d'études d'ingénierie qui l'apporte. Voilà, donc ça, c'est la démarche. Et alors, pourquoi la commune a lancé ce projet? Ce qui l'a séduit, c'est elle n'avait pas à porter seule le projet, que ce soit sur sa mise en œuvre ou son fonctionnement. La mise en œuvre, il faut lancer une consultation, oulala, comment je fais ça, et puis son fonctionnement. On a su, dans les démarches un petit peu amont et lorsqu'on a fait l'offre, les rassurer et puis les mettre en confiance. Cette confiance, elle s'établit au fur et à mesure. Ils n'ont pas à financer le projet. Donc, on va le voir, 1 million d'euros d'investissement, la commune n'a pas sorti un centime. Si elle a payé, je crois que c'était 15-20 000 euros son AMO, sur lequel elle a eu des subventions.
Ce qui l'a séduit, c'est bien sûr l'innovation et l'originalité de la démarche citoyenne. Et puis, bon, pourquoi elle a lancé ce projet? Dans tous les projets, vous avez toujours une ou deux personnes clés. Et là, il y a voilà, une personne, si vous suivez, commencez à suivre un peu, il s'appelle Monsieur Dieu-le-Saint et commence à être assez présent. Et voilà, c'est vraiment lui qui a porté le projet, qui a su faire avancer ce projet au sein de la collectivité du conseil municipal. Ce que dit le maire, c'est que en fait, chaque fois qu'on lui posait une question, il avait la réponse. Et au bout d'un moment, on lui a dit, bon, ok, fais-le, quoi. Voilà, parce que il avait sa motivation et a su séduire tout le monde. Et puis, bien sûr, il n'y avait pas d'autre solution qui leur a été proposée, voilà, puisque notamment le syndicat d'énergie n'avait pas de solution qui aurait été sans financement citoyen, mais c'était pour eux aussi la seule solution de faire ce projet. Bon, c'est aussi ce qu'amène Forestener, hein, c'est cette solution clé en main, et généralement, il n'y a pas grand monde qui leur propose ça. Alors, Eddie, du coup, je t'interromps à ce stade-là. Il y a trois questions qui se sont posées. Donc, justement, quels étaient les autres candidats, si tu le sais et si tu peux le dire, pour voir un peu l'état du marché, j'imagine. Comment s'est fait le choix d'Argasner dans votre groupement? Ouais. Et tu parlais au début d'autofinancer la première étude de faisabilité et quel était cet autofinancement finalement? Qui a porté ce risque de faire l'étude? Euh, voilà. OK. L'autre candidat, c'était Agronergie, qui est une société, je crois, qui est basée à Paris et qui intervient plutôt dans la partie nord de la France, qui fait exactement ce genre, enfin, exactement, qui fait de la vente de chaleur clé en main, mais sans gouvernance citoyenne. Et l'autre, je crois que c'était une entreprise suisse ou allemande, voilà, que je ne connaissais absolument pas. Alors, ce que j'ai oublié de dire dans les différents membres du groupement, c'est que dans ces membres du groupement, il y en a deux qui sont actionnaires de Forestener, qui sont le bureau d'études, EPOS, et puis Argasner. Pourquoi Argasner est présent? Puisque Forestener cible des projets de petite moyenne puissance, ça veut dire chaudière bois entre 200 et 660 kg, enfin puissance bois, et que dans cette gamme-là, Argasner est une structure qui a une offre de qualité et surtout qui a su structurer avec le temps tout un réseau de proximité en service après-vente. L'autre point, c'est que quand on a créé Forestener, au début, il y avait 4 associés et qu'il faut que ce soit des gens avec qui on s'entende bien et qu'on parle le même langage. Quand j'ai présenté ce projet à plusieurs chaudiéristes, avec Argasner, c'était l'évidence même, et avec les autres, après leur en avoir parlé 10 fois, il y avait toujours 15 questions. Voilà. Et surtout, pour être tout à fait franc, hein, la démarche citoyenne, c'est les seuls à qui ça parlait, enfin, qui comprenaient de quoi on parlait. Alors, ça, c'était donc la genèse du projet. Ensuite, le cadre technique. Donc, quel est ce projet? Alors, voilà quelques chiffres. Alors là, on va parler un peu chiffres énergétiques, hein. Donc, c'est un réseau de chaleur, on va le voir, qui dessert 1100 MWh par an pour 850 kW de puissance souscrite. Donc ça, ce sont les puissances, la somme des puissances souscrites par chacun des abonnés. Parce que lorsqu'on est abonné à un réseau de chaleur, c'est comme pour lorsqu'on est abonné à un réseau électrique, et enfin plutôt avec un fournisseur d'électricité, on souscrit une puissance. Je sais pas, vous avez 3, 6 ou 9 kg votre puissance électrique. Là, c'est pareil pour un réseau de chaleur. Alors, les différentes couleurs, qu'est-ce que c'est? En gris, c'est les bâtiments communaux ou intercommunaux. En bleu, c'est tout ce qui est logement. En, je sais pas, rose un peu, c'est de la maison individuelle. Et en blanc, c'est des entreprises. Alors, sur voilà, les bâtiments publics tertiaires, c'est un peu plus que la moitié. Et après, là, on va revenir dans le détail de qui sont ces gens-là après. Donc, on voit voilà, qu'on a une assez bonne représentation.
de typologie d'abonnés. Et point important, c'est qu'il y a 30% des consommations qui sont liées à des constructions neuves qui allaient être livrées pendant l'année 2019. Donc, ça souligne, on va y revenir, année 2019 assez particulière parce qu'il y a 30% des gens qui sont là que sur une partie de l'année. Et ça, il faut bien sûr en tenir compte dans le business plan. Alors là, voilà, on a la vision de cette petite commune, hein, vous voyez, le petit bourg, hein, voilà, dans lequel vous avez plutôt sur la droite en bas le groupe scolaire, la bibliothèque, la mairie, donc c'est ce qui est en jaune. Après, on a encore en jaune le musée du livre d'artiste, parce que pour les spécialistes des arts plastiques et des livres, voilà, il y a un des bâtiments qui s'appelle la Maison Butor. Michel Butor vivait à Lucinge. Donc, il y avait le projet de faire le musée du livre d'artiste qui vient d'être livré, et puis il y avait la future salle communale. Voilà. Puis après, il y a des logements donc OPH, c'est l'Office public HLM, hein, que vous voyez, il y a donc 11 logements qui sont là. Le projet L'Envol, c'est les 28 logements qui allaient être construits. Il y a 2 logements communaux, et puis il y a une copropriété, la Maison de Louise, où il y a 11 logements. Voilà. Et puis, vous avez en bleu, en pointillé, les maisons qui, in fine, se sont raccordées. Voilà. Alors, pour tout de suite là-dessus, comme tout réseau de chaleur, on le pense d'abord avec les gros abonnés qui sont les gros bâtiments qui sont les verts et les jaunes, là. Et puis après, on regarde ce qu'il y a autour et on se dit, bah, tiens, pourquoi pas aller raccorder une ou deux maisons qui sont juste à côté. Alors, là, il se trouve qu'on est sur un petit hameau et qu'on avait un abonné, un élu très, très motivé, puis que dans ces petites communes, bah, voilà, tout se sait. Et donc, il y a un certain nombre de maisons qui, d'elles-mêmes, ont dit « Ah, on a entendu parler de ce projet, ça nous intéresse. » Donc, nous, là, la démarche, c'était de leur envoyer un petit questionnaire et de leur dire moi, mon conseil, c'est toujours de se dire, vous commencez à tracer votre réseau de chaleur, toutes les maisons qui sont à côté, vous allez leur mettre un questionnaire en disant, voilà, qu'est-ce que vous avez comme mode de chauffage, vous consommez combien, est-ce que ça peut vous intéresser ou pas d'être sur un réseau de chaleur? Et à partir de là, une discussion se met en place, puisque ça n'a pas un intérêt forcément majeur d'aller raccorder des maisons d'un point de vue énergétique, sauf si elles sont juste à côté. Donc là, il y en a quand même un certain nombre qui se sont déclarés intéressés. Bon, voilà, donc ça c'est le projet. Puis ici, on voit une brasserie qui est dans un bâtiment à gauche, un peu sur la hauteur. Donc ça, c'était l'ancienne salle communale. Donc sur la droite, maintenant, on a une brasserie et donc il fabrique de la bière. Et sur l'autre moitié, c'est là que la chaufferie s'est installée. Alors, je parlais d'objectifs de performance dans la consultation qu'a lancée la collectivité. Donc, voilà un extrait du règlement de consultation dans lequel il y a les différents indicateurs avec l'objectif, c'est-à-dire la valeur minimale que demandait la collectivité, puis le candidat remplit la colonne qui est à côté. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a des choses en matière de rendement des chaudières. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître ce qui rentre, la quantité d'énergie qui rentre dans les chaudières, puis il y a bien sûr des compteurs à la sortie des chaudières. Donc, sur des chaudières bois, c'est toujours un peu compliqué parce que, alors on reviendra là-dessus, mais ça suppose évidemment d'acheter des mégawattheures hein, et pas des mètres cubes de bois. Donc, ça c'est un point. On achète, dans l'énergie, il y a une unité qui s'appelle le mégawattheure. Donc, on n'achète pas des maps de plaquettes forestières. Hein. On achète des tonnes et on mesure l'humidité. Et avec une formule, on en déduit le nombre de mégawattheures qui a été livré dans le silo. Alors après, ce n'est pas parce qu'ils ont été livrés dans le silo, c'est un peu comme pour une cuve de fioul, hein. Vous la remplissez de temps en temps, mais de savoir sur un mois donné qu'est-ce qui a été consommé, c'est un peu compliqué. Alors bon, quand on est dans la saison de chauffe et que voilà, la chaudière, elle tourne beaucoup, on a, et que vous avez 2 livraisons par semaine, par exemple, vous pouvez vous tromper sur une demi-livraison sur ce qui a été réellement consommé dans le mois, mais bon, voilà. Donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir une valeur extrêmement précise du rendement de la chaudière. Par contre, ce qui est simple, c'est d'avoir le taux de couverture bois, hein, puisque l'on a un compteur qui sort de la chaudière bois et un autre des chaudières d'appoint. Et donc, voilà, c'est un rapport entre les deux. Il y a aussi le rendement du réseau. Là, c'est l'écart entre toute l'énergie qui a été livrée chez les abonnés, hein, la somme des compteurs,
et puis de ce qui est sorti de la chaufferie, donc qu'est-ce qui sort de la chaudière bois et de la chaudière d'appoint. Bon, des choses réglementaires sur les émissions particulières et autres. Là, il y avait un souhait de la collectivité d'indiquer un rayon d'approvisionnement en combustible bois. C'est toujours une grande question, mais je ne peux pas imposer des choses comme ça. Vous ne pouvez pas l'imposer, vous ne pouvez pas imposer que seuls les fournisseurs dans un rayon de 30 km ont le droit de répondre, mais vous pouvez dire, indiquez-moi, ce qui était le cas là, quel est le pourcentage qui va être dans un rayon de moins de 30 km ou de plus de 30 km. Voilà. Donc, nous, là, on s'était, il se trouve qu'on va y venir, c'est 100% moins de 100 km. La part de plaquettes forestières, bon, voilà. Puis après, des choses liées à la qualité du service, je vais passer vite, vous pourrez y revoir. Voilà. Alors, quelle a été la solution mise en œuvre? Donc, déjà, je vous l'ai dit, on s'est installé dans une partie de la salle communale. Alors, pourquoi ce choix? Tout d'abord, parce qu'on est dans un centre-bourg et que c'est assez dense finalement et qu'il y a quand même peu d'endroits pour aller créer un nouveau bâtiment. Et donc, on avait ce bâtiment qui était disponible, où la commune, justement, souhaitait lui donner une nouvelle affectation et qu'il se trouve qu'il était bien situé sur le réseau et qu'il y a une aire de retournement juste devant. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, il y avait également la volonté de rendre ce bâtiment chaufferie peu visible. Voilà. Donc, ça, c'était une idée. Et comme je le dis, on imaginait qu'à partir de là, super, on allait réduire les coûts. Donc ça, nous, bureau d'ingénierie, j'ai largement appris à le savoir. Non, ça coûte toujours plus cher d'aller se mettre dans un bâtiment que d'en construire un nouveau. Voilà, parce que ce bâtiment, c'était une ancienne salle communale, donc il n'y a rien qui respecte la réglementation d'une chaufferie. Et que bien sûr, quand on danse dessus, ce n'est pas tout à fait la même résistance de la dalle que d'aller mettre du bois, des chaudières, de l'hydroaccumulation. Donc, il a fallu casser cette dalle en rentrant un bulle à l'intérieur d'un bâtiment et refaire des murs. Enfin, bon, bref, ça a été un peu compliqué tout ça. Puis, donc voilà, donc ça c'est voilà. Après, la solution, donc ça c'est peut-être plus ensuite, voilà, ce qu'on a donc mis, on avait fait toute une étude thermique qui montrait que, voilà, la somme des puissances des abonnés, c'est 850 kg, mais tout le monde n'appelle pas ces 850 kg au même moment. Je prends souvent cet exemple, si vous êtes dans un immeuble qui a 30 logements, tout le monde ne prend pas la douche à 19 heures précises. Voilà, donc pour les besoins d'eau chaude, vous ne dimensionnez pas votre ballon d'eau chaude pour que 30 personnes puissent prendre une douche au même moment. C'est pareil pour le chauffage, surtout quand vous avez, par exemple, des logements et des écoles et des entreprises, on n'est pas chez soi, et soit à l'école, soit au boulot au même moment, donc il y a des jeux de baisse de température qui ne se font pas au même moment. Donc là, la puissance appelée maximale, elle était de 600 kg, on la simule. Ça, je passe vite à travers ce qu'on appelle une monotone, c'est-à-dire qu'on va simuler les appels de puissance heure par heure. Et à partir de là, on a mis 2 chaudières bois de 330 et 150 kg. L'idée, c'est de se dire, comme il y a des bâtiments neufs qui se construisent, des logements, c'est de se dire qu'on va faire tourner une partie du réseau sur toute l'année pour assurer les besoins d'eau chaude. Donc ça, c'est le cas pour les 28 logements à construire et les 11 logements qui existaient déjà, où leur chaudière faisait déjà l'eau chaude. Pour les autres, ce n'était pas le cas. Et donc, il y avait des ballons électriques qui sont restés en place. Donc la petite chaudière, elle fonctionne l'été, en début et fin de saison de chauffe. Puis après, on met les 2 chaudières bois. Voilà. Donc, on avait un objectif de taux de couverture bois annuel de 92%. Et il y a une chaudière de secours de 600 kg. Et il n'y a pas le gaz, je l'ai déjà dit, donc c'est du fioul. Alors là, peut-être pour les gens, ça peut toujours être une surprise aussi pour les non-spécialistes en disant, mais oulala, la chaudière, déjà la puissance, pourquoi on met du fioul alors qu'on fait une chaudière bois et pourquoi la puissance de la chaudière fioul est plus importante que la puissance bois.
Alors déjà, si on avait un réseau de chaleur 100% fuel, il y a l'obligation légale d'avoir 2 chaudières, puisque là, il faut bien avoir en tête que l'engagement de Forestener est de fournir 24 heures sur 24, 365 jours par an de la chaleur, et il y a donc forcément il y en a forcément une de base et une de secours, parce que s'il y a un problème sur une chaudière, il faut qu'il y en ait une autre qui soit, voilà, qui puisse faire ce secours. Ensuite, une chaudière, la puissance maximale appelée, elle est de 600 kW, mais dans 80% des cas, on ne va appeler que 300 à 400 kW. Pourquoi ça? C'est parce que cette puissance qui va être demandée, elle est proportionnelle, elle est liée à la température extérieure et à l'écart de température entre les 20 degrés que vous voulez dans votre bâtiment et la température extérieure. Donc là-bas, la température extérieure, ce qu'on appelle de référence, c'est-à-dire la plus froide qui est observée sur les dernières années, c'est moins 15 degrés. Mais moins 15 degrés, c'est quelques jours dans l'année. Voilà. Donc on ne va pas dimensionner une chaudière bois pour quelques jours dans l'année, puisque ce qu'une chaudière bois n'aime pas, mais vraiment pas du tout, c'est être surdimensionné. Donc on dimensionne les chaudières bois pour la base, les 80%, et on a une chaudière qui sait réagir très vite sur l'appel de puissance, par exemple, d'un groupe scolaire pendant 1 heure le matin, qui va être une chaudière bois ou enfin gaz ou fioul. Puis il y a aussi une logique économique là-dedans. La chaudière fuel que vous voyez là, elle vaut 20 000 euros. Les 2 chaudières que vous voyez en dessus, elles valent 100 000 euros. Voilà, donc évidemment, pour quelque chose qui va être utilisé très peu, on utilise une chaudière fuel. Alors, il peut y avoir des cas où on peut réutiliser la chaudière fuel d'un des abonnés. Bon, ce n'était pas le cas ici. On a, donc ça c'est la production de chaleur, donc vous voyez là les 2 chaudières, et puis on a un silo, hein, on voit, j'ai remis la vue, hein, qui est attenant, qui fait 7 mètres par 3,50 mètres de large, sur environ 3 mètres de haut, avec 2 systèmes de destillage à pales, hein, qui viennent alimenter chacune des chaudières. Donc moi je préfère toujours avoir 2 systèmes, un par chaudière, parce que s'il y en a un qui tombe en rade, il y a quand même une des 2 chaudières qui fonctionne. Et puis, on a en extérieur donc une trémie de livraison du bois. Alors, je m'arrête 2 minutes sur le fait d'avoir 2 chaudières de 150 et 330 kg. Alors, je vous ai expliqué la logique de tout ça, hein, c'est de se dire, j'en fais fonctionner la petite l'été dans une plage de puissance qui lui correspond assez bien. Bon, avec le recul, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a un seul silo qui se remplit, vous allez le voir après comment, sauf que la chaudière 330 kg, puisqu'en plein hiver, elle tourne les deux, elle va avaler 2 fois plus de bois que la chaudière 150 kg, hein, parce que quand elle fonctionne les deux complètement. Et donc, on va avoir la moitié du silo qui va se vider 2 fois plus vite que l'autre. Et donc, la difficulté, c'est que la 330 n'a plus de bois, la 150 en a encore, mais elle ne peut pas assurer la totalité des besoins. Avec une difficulté, lorsque le camion il arrive, c'est que le silo devant la 330 kg, il est encore pas mal plein, lui. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Alors, on arrive à le gérer en mettant des priorités plutôt sur la 150 qui, elle, tourne quasi tout le temps. Et la 330 fait le complément en hiver, de façon à ce que le silo se descende à peu près régulièrement. Mais si on avait mis 2 chaudières de 250 kg, ça aurait été quand même un peu mieux. Voilà, donc ça c'est un retour d'expérience. Ou alors il faudra avoir un silo beaucoup plus gros. L'autre point qui peut poser question, c'est de se dire, mais 330 plus 150, ça fait quand même 500 kg. Ça fait beaucoup pour une puissance appelée de 600 kW. Généralement, on met plutôt 50%. Donc la 330 aurait pu suffire toute seule. Oui, mais lorsqu'on a 2 chaudières, ça nous permet de faire... c'est ce qui nous permet d'avoir un haut taux de couverture bois sans que les chaudières se retrouvent dans des plages de puissance trop basses et qu'elles aient un rendement pas bon. Voilà. Et puis après, on peut aussi rajouter que les chaudières Argasner, elles ne sont quand même pas super chères et donc on pouvait se permettre ça.
Alors, bon, là, je vais passer très vite, mais ça sera pour les thermiciens qui sont là. C'est le schéma hydraulique en chaufferie, bon, un petit peu particulier sur la façon dont on met la chaudière fuel. Bon, ce qu'on peut, voilà, j'y reviendrai peut-être, une cascade qui est quand même pas super simple à gérer. Alors après, voilà, on a une trémie de Mehdi, vidage, hein. Oui. je te coupe juste. Est-ce que tu peux réessayer de mettre en diaporama ton J'y arrive niveau? pas, justement. Ça Ah m'embête, ouais, mais quand j'appuie sur diaporama, ben, il ne se passe rien. c'est vrai. Ouais. Ok. Alors, à moins que j'y arrive là, Euh, diaporama, j'essaye. Reprendre le diaporama. attends, sinon. Ouais, je suis désolé, j'y arrive pas. Non, non, mais c'est. Hop, hop. Attends, si je te nomme co-animateur, on va voir si. Est-ce que tu peux réessayer? Peut-être ça. Non, ça marche toujours pas. Non. Ok. Alors, diaporama, je réessaye. On va prendre le diaporama. Sinon, on essaye juste. Ouais, On prend le temps pour améliorer le confort là, de lecture. Est-ce que tu veux bien refaire ton partage d'écran? ouais, ok. Donc, On essaye. ok. Alors, pardon. Tu Comment je l'arrêtes. fais? Comment je fais? Alors, j'arrête et je refais c'est ça, Ouais. hein. Ouais, on peut essayer ça. Je m'excuse pour tout le monde, hein. Non, non, mais attends, ça fait une petite pause. Voilà. Donc, c'était Euh, là. Eh ben non, ça ne marche pas. Je non? suis Ok. désolé. Non, Non. mais c'est parce que surtout ça avait marché tout à l'heure, donc c'est étonnant. Bah, ouais, ouais, Sinon, tu te mets en Alors, fichier PDF et on fait j'essaie l'écran. peut-être autre chose, excusez-moi. Hop, hop, hop. Partager l'écran, si je fais ça. Et sinon, ouais. euh, Et là, ça a l'air de marcher. Ah, voilà. Alors, là, ça marche, mais maintenant, diapositive suivante. Comment je fais pour... Ok, ben voilà. C'était comme ça. Ok. Voilà, super. Donc la trémie de vidage, elle est là, donc elle est posée à l'extérieur, hein. Alors oui, on ne pouvait pas faire de silo enterré parce qu'il n'y avait pas la place et que la qualité du sol ne le permettait pas. Donc ça, c'est le système Argesner. Donc vous avez deux vis horizontales à l'intérieur là qu'on voit, qui ont un débit de 30 mètres cubes heure chacune. Et effectivement, on l'a mesuré plein de fois, il faut entre 25 et 35 minutes pour qu'une benne de 35 mètres cubes se vide. Donc on a pris la solution Contenergy pour cette trappe, qui est une trappe de très grande qualité, qui se lève avec un système hydraulique et tout ça. Donc on a deux vis horizontales qui vont jusque dans le bas du silo. Et dans le silo, on a des vis verticales que vous voyez dans la photo du bas qui ben, voilà, font remonter le bois. Et au sommet, on a un truc qui crache le bois. Voilà. Donc, la première, on la devine sur le tout devant de la photo. Puis on voit la deuxième qui est au fond, qui permet de bien remplir voilà. Tout ça, franchement, fonctionne très, très bien. Alors, je ne l'ai pas dit, il y a aussi une hydroaccumulation de 8 mètres cubes sur les deux chaudières bois. Donc, si je reviens auparavant, c'est les deux espèces de ballons qu'on voit là pardon, ici, là, voilà. Donc, ils font 3800 litres chacun. Ça permet de stabiliser le fonctionnement des chaudières bois en fonction des appels de puissance qu'on peut avoir sur le réseau. Voilà. Donc ça, c'est toujours une très bonne chose sur des chaudières bois quand on a des bâtiments derrière qui sont raccordés, qui ont une forte intermittence. C'est sûr que si on avait qu'une piscine couverte ou une maison de retraite, ça a peu d'intérêt. Mais là, on a beaucoup de bâtiments avec des intermittences, donc c'est pas mal. Et bon, on n'a pas pu mettre plus, mais voilà, parce que c'est plus pour stabiliser que de faire un réel tampon. Parce que là, en plein hiver, 8000 litres, c'est une demi-heure, hein. En une demi-heure, les balances sont vidées, hein. Voilà. Voilà, donc après, ben, on a un réseau de chaleur. Donc le choix qu'on a fait, ça a été de faire, on a beaucoup hésité, mais on a fait un réseau de chaleur souple, là, en PET, qui, sur une grande partie, est d'ailleurs en duo. On a l'aller et le retour dans la même isolation.
ce qui permet, en tout cas sur le papier, d'avoir des pertes réseau réduites. Bon, le retour de ça, c'est que comme on avait pris une isolation renforcée, eh ben ça se déroulait pas du tout comme la petite photo qu'on voit là à côté, c'était extrêmement rigide. Et donc, l'entreprise qui a posé, qui n'était pas hyper spécialisée, elle a vraiment, vraiment galéré pour poser ce truc-là. Et en toute franchise, les nouveaux réseaux qu'on a faits, ils sont en acier. Donc, voilà. Après, parce qu'on voilà, on avait le souci de bien optimiser les choses. Et donc, les sous-stations, elles sont bien optimisées puisqu'il y a un hydroéjecteur en amont des échangeurs. Donc, là aussi, je parle plutôt aux thermiciens. Donc, en amont de l'échangeur, on a généralement une vanne de voie hein, qui va se faire plus ou moins, enfin, qui va s'ouvrir et se fermer pour irriguer plus ou moins l'échangeur en fonction des besoins de l'abonné. On voit là qu'on a des sondes de température sur le départ de l'abonné. Et donc, si lui ne tire pas de chauffage, la vanne se ferme de façon à ne pas trop irriguer le réseau et avoir moins de pertes, quoi. Voilà. Et donc là, ce n'est pas une vanne de voie, mais c'est un système un peu équivalent qui s'appelle un hydroéjecteur qui va maximiser l'écart de température entre les deux. Et il faut avouer que ça fonctionne bien parce qu'on a un gros écart de température sur un qu'on vient de mettre en service là où il n'y a que des hydroéjecteurs, parce que là, il y a un abonné, on n'a pu plus mettre ça. On a un delta T qui varie qui est de l'ordre de 35 degrés. Départ entre l'écart de température entre le départ et le retour du réseau de chaleur. Plus cet écart de température est élevé, meilleure l'efficacité énergétique est. Alors, sur les sous-stations, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un cas particulier, c'est que je vous ai parlé d'une copropriété qui s'appelle la Maison de Louise, qui était, donc il y a 11 logements, et dans ces 11 logements, on avait des chaudières gaz individuelles avec du propane. Donc, la première réaction, moi, quand j'avais vu ça, j'avais dit, chaudière gaz individuelle, on ne raccorde pas, puisque nous, on va amener de l'eau chaude, on va mettre un échangeur, et donc, il nous faut une chaufferie centrale pour tout ça. Il se trouve qu'il y a deux des résidents de cette copro qui avaient vraiment envie de se raccorder. Ils avaient des chaudières qui avaient une quinzaine d'années et qui tombaient toutes en panne, et ils payaient le propane une fortune. C'est-à-dire qu'ils payaient le propane 120, 125 euros TTC le mégawattheure, sachant que l'Office public HLM était aussi au propane à 100 mètres et qu'eux, ils payaient le propane 60 euros le mégawattheure. Voilà. C'était le même camion qui livrait les deux, mais bon, voilà. Et eux, ils avaient beau gueuler auprès du fournisseur, ils n'arrivaient pas à tirer un bon prix. Donc, ils étaient énervés après le fournisseur gaz, propane, après leur chaudière, et donc, ils ont lourdement insisté. Et donc, on leur a dit au bout d'un moment, OK, voilà, on a fait chiffrer ces travaux. Donc, il y en avait pour 100 000 euros pour… Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a quand même mis un échangeur dans les caves. Et après, on a un circuit secondaire qui repart et qui vient alimenter un module sous-station qui a été mis à la place de chacun des chaudières, à la place des chaudières gaz individuelles. Voilà. Donc, on avait imaginé au départ passer par l'extérieur parce que et de rentrer dans chaque bâtiment à travers le trou de la ventouse. Bon, après, d'un point de vue esthétique, c'était vraiment pas top. Donc, finalement, on a donc refait des trous un peu partout à l'intérieur. En toute franchise, en termes d'assurance et tout, on est un peu limite. Mais bon, quand vous avez des gens qui viennent vous dire nous, vraiment, on veut se raccorder, les énergies renouvelables, c'est l'avenir et autres. Bon, voilà, ils ont trouvé la corde sensible. Au bout d'un moment, on a dit OK, on leur a fait payer entre 1 000 et 2 000 euros de droits de raccordement parce que c'était quand même un contexte complètement différent des autres abonnés. Et donc, il fallait aussi qu'économiquement, tout ça tienne la route. Alors, retour d'expérience, je serai assez direct. Enfin, en tout cas, Forestaner ne fera plus jamais ça. Pourquoi? Parce que nous, l'entreprise de génie thermique qu'on avait, c'est des gens qui savent poser des sous-stations, faire de l'hydraulique en chaufferie et qui ne savent pas aller intervenir en site occupé chez des particuliers, c'est un métier à part entière. Et donc là, on avait des gens qui font plutôt des installations un peu plus grosses et ils se sont heurtés à
Madame Bidule ou Monsieur X qui sont jamais contents. On avait dit qu'on passerait le tuyau là, ben non, finalement, il faut le passer ailleurs. Voilà, faut faire, refaire, refaire. Et une fois que c'est fini, ben, vous en avez deux qui voilà, sont jamais contents, ne payent pas la facture. Il y en a un, on a dû faire intervenir un huissier. Enfin, bon, bref, voilà. Là, si c'était à refaire, je leur dirais, vous refaites ça vous-même et puis nous, on vous raccorde en bas. Bon, bref, c'était un retour d'expérience et voilà, toujours, des expériences toujours intéressantes. Ou alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on avait imaginé faire au départ, c'est faut faire une colonne montante à l'extérieur du bâtiment et vous rentrez dans les trous des percements existants des ventouses. Voilà, donc ça c'est le projet d'un point de vue technique, bon, qui est assez classique. Hein, voilà. Donc le planning, on a signé la DSP fin mai 2019. Donc la première des choses qu'on doit faire, puisque c'est nous qui finançons, on dépose les demandes de subvention. Donc on était en dessous 1200 MWh par an, donc pas de fonds chaleur. Et donc on a déposé un dossier de subvention à la région. Donc nous on était en Auvergne, en Rhône-Alpes, mais on est en Auvergne-Rhône-Alpes. Je dépose un dossier à la région qui me dit « Ah, mais vous pourriez peut-être avoir du FEDER. » Ok, très bien, je dépose le dossier FEDER, sachant qu'il est géré par la région. Et au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les régions, mais en tout cas en Rhône-Alpes, la région gère des fonds structurels, mais s'il y a du FEDER, il n'y a pas de fonds régionaux. C'est-à-dire que globalement, elle dit « je veux bien vous faire une prestation qui consiste à gérer des fonds structurels, mais en fait, ce qui va être génial, c'est que ça va m'éviter de dépenser de l'argent moi-même. » Voilà. Donc ça, c'est déjà pas terrible. Et puis après, le FEDER, là, ça ne marchait pas parce qu'en fait, pour les aides FEDER, ce qu'ils nous ont expliqué, hein, c'est que l'investissement ne peut pas être pris, comment dire, dans les charges de fonctionnement de la structure, on ne peut pas prendre en compte l'amortissement des investissements. Donc, sur des ENR, voilà, c'est quand même un problème. Et donc, on n'avait que 15% de subvention et c'était soit l'un, soit l'autre. Et finalement, donc, on n'a retenu que la région, mais tout ça a mis un an, hein, voilà, puisqu'on a reçu l'attributif de subvention en juin 2018, et sachant que l'installation a été mise en service en septembre 2018. Hein, voilà, donc si on avait dû attendre tout ça, on n'aurait pas pu faire le projet puisqu'il y avait 2 des 3 bâtiments à construire qui étaient déjà livrés. Bon, voilà, donc ça illustre que voilà, cet aspect subvention, il faut faire un peu attention à cet aspect-là et d'être bien posé bien les questions tout de suite. Et pourtant, nous, avec notre compétence bureau d'études, je peux vous assurer qu'on connaît tout ça très bien, mais voilà, on se heurte toujours à des choses un peu particulières. On a eu 43% d'investissement. Bon, vous allez voir, ça a coûté quasiment 1 million d'euros, donc ça fait 430 000 euros. Et puis les travaux, ils ont démarré en septembre 2019. Donc on a tout de suite commencé par la chaufferie, puisque dans le bâtiment qui était mis à notre disposition, le brasseur, lui, il déménageait pendant les vacances de Noël. Donc il fallait que nous, on ait fait en tout cas tout le gros œuvre avant Noël. Donc on a commencé tout de suite entre septembre 2019 et Noël, on a fait la partie bâtiment sans avoir la moindre vision sur les subventions. Hein, donc, il y a effectivement un délégataire agit à ses risques et périls, mais là, voilà, c'était le cas. Le réseau de chaleur, lui, on a commencé en février jusqu'en août, et en parallèle, il y a eu fait tout ce qui était en chaufferie. Hein, voilà, et les sous-stations, ça a commencé en mai, puis ça a fini en décembre 2019 parce qu'il y avait des bâtiments qui se livraient petit à petit, et surtout que la maison de Louise, on l'a faite plutôt sur la fin. Voilà. Donc, bon, c'est assez classique, hein, entre le moment où vous commencez, voilà, où vous avez signé votre contrat, il faut voilà, entre 9 mois et 1 an pour faire un projet de cette taille-là. Alors, qui dit chaudière à bois dit approvisionnement. Alors, on est parti sur du matériel Argasner, c'est des petites puissances, donc ça veut dire que il y a une obligation d'être extrêmement vigilant, exigeant sur la qualité du bois. Et donc, ça veut dire pour du Argasner, du 20 à 30% d'humidité et de la granulométrie fine, pour P45 pour P30 à P45 pour les connaisseurs.
le choix, donc là, nous, on était engagé sur une appro de 30 km et on est 100% plaquettes forestières. Alors, le contrat qu'on a signé, alors il se trouve que là, on est dans un endroit boisé, hein, il y a le massif du Chablais à côté, donc voilà, ce n'est pas un problème de trouver des fournisseurs. Il y en a 3 dans un rayon de 30 km. Alors, point important, hein, quand on dit les fournisseurs dans un rayon de 30 km, ça veut dire que leur plateforme est dans un rayon de 30 km. Sur les arbres, il n'y a pas des puces, donc on ne sait pas et vous ne saurez jamais voilà, dans quel rayon proviennent ces bois. Imaginer une traçabilité, c'est faire preuve d'une naïveté sans fin et en toute franchise. Imaginez aussi que tous les bois qui vont être livrés de votre chaufferie viennent effectivement de cette plateforme. Là aussi, il ne faut pas être trop naïf. Voilà. Après, ça ne peut pas venir de 300 km sur des petites chaufferies comme ça, parce que dans le prix du bois, de la plaquette forestière, le tiers, c'est le transport et personne n'a envie de perdre de l'argent. Voilà. Donc, sur ces 3 fournisseurs, on en avait 2 petits. Hein, ça veut dire que c'est des exploitants forestiers qui se sont mis à faire de la plaquette forestière et qui ont... pour l'un, une plateforme de 500 mètres carrés, pour l'autre de 1000 mètres carrés. Et vous en avez un autre qui est un tout petit peu plus gros, plus structuré. Voilà. Point important, hein, aucun n'a souhaité être co-traitant du marché. En avant, on dit, voilà, on fait ce projet, nous, on s'engage tous à entreprise sur 20 ans, structure de financement citoyen, nous, on aimerait bien que vous soyez avec nous. Et bon, là, on découvre, pour ceux qui ne le découvriraient pas, ce n'est pas mon cas, mais le monde du bois de la filière bois forestière, où un contrat de 20 ans, ça leur fait peur. Voilà. Dans la plupart des entreprises, dans mon bureau d'études, si un client me disait je vais vous prendre 30% de votre activité sur les 20 ans qui viennent, je verrais ça d'un point de vue très positif. Dans le bois, non. Et donc, aucun n'a souhaité être co-traitant. Voilà. Et donc, on est à la frontière suisse, donc ils sont tous très chers. Hein. Voilà, c'était entre 32 et 36 euros le mégawattheure. Là, on fait 2 projets dans l'agglo de Grenoble où pour exactement le même produit, on est à 26,6 euros le mégawattheure, donc ça fait 30% d'écart sur le prix. Voilà, mais on est en Suisse, hein, voilà, quasiment. Et par contre, ils étaient tous une facturation à la tonne avec mesure d'humidité. Mesure d'humidité chez eux, mais bien sûr, dans chaque chaufferie, on a soit à minima un micro-ondes, soit une étuve pour faire des contrôles également. Alors, le retour d'expérience, c'est qu'on est parti avec l'un d'eux, qui était le plus proche, qui était à 10 km. On est parti sur un contrat de 3 ans, enfin de 1 an renouvelable 3 ans. La plaquette était d'une très grande qualité, hein, puisqu'en fait, lui, il remplit sa plaquette de 1000 m² une fois par an, et donc, voilà, au mois de juin, et donc, elle est très sèche, hein, et elle est effectivement restée entre 18 et 20% tout le temps, mais voilà, nous avions affaire à, on pourrait dire, une caricature du forestier où discuter avec lui, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous lui laissez des messages en disant tiens, il faudra livrer, vous ne savez jamais quand il va le livrer réellement. Et puis si vous lui laissez 2 messages dans la journée, vous l'avez harcelé. Voilà. Donc au bout de 6 mois, ça s'est arrêté ce truc-là, parce qu'il était parti en vacances sans nous le dire. Et quand il est rentré de vacances, il a dit mais c'est quand même pas possible, on va prendre de vacances. Ok, très bien. Donc, sauf que nous, on est engagé sur vente de la chaleur 24 heures sur 24, 365 jours par an. Bref, il n'avait absolument pas compris ça. Et donc, si j'insiste sur ce point-là, c'est que dans les projets citoyens, il y a toujours la volonté de se dire oui, mais on va pouvoir peut-être produire nous-mêmes notre plaquette ou faire intervenir la petite entreprise locale. Vous voyez que ça a des énormes limites. N'oubliez jamais, vous êtes engagé sur fournir de la chaleur à des gens. Voilà. Donc là, on est parti sur le 2e à partir du mois d'avril. Pour l'instant, ça se passe bien. Il a aussi une bonne qualité de plaquette. Quand vous lui laissez un SMS ou un message téléphonique, il répond dans la journée et pour l'instant, ça fonctionne. Je reste néanmoins ultra lucide et je me dis que tout ça reste fragile. Voilà. Mais comme dans tout, dans toute chaufferie bois, le côté fragile, c'est la qualité, c'est la fourniture du bois. Voilà. Alors, plus on est sur des grosses puissances, moins ça l'est. Et puis aussi, voilà, là, on fait d'autres projets dont on parlera sur l'agglo de Grenoble.
où là, je n'ai pas 3 fournisseurs, il y en a 10. Et donc, voilà, et puis qui sont aussi beaucoup plus structurés. Et donc, plus vous êtes en zone rurale, plus ce point-là est un peu fragile. Mon conseil, aucune naïveté sur le sujet. Voilà. Pensez à vous, à la sécurité de votre approvisionnement, et c'est ce que je dis souvent avec l'activité bureau d'études au maire, même si celui-ci, c'est le Paul, le frère de votre belle-sœur, ou qu'il est aussi conseiller municipal et que tout le monde l'aime bien, si comment dirais-je, ne sait pas livrer du bois à la tonne et n'a pas une étuve chez lui, vous ne travaillez pas avec lui, parce que de toute façon, dans un an, vous allez vous fâcher avec lui. Voilà, parce que votre chaufferie sera toujours en panne. Je continue aussi sur les aspects économiques. Je vais passer un peu vite, mais donc tout ça, ça a coûté 1 million à peu près, quoi. Bon, tu as le détail dans lequel je ne vais pas rentrer. Bon, ce qu'on voit, c'est que le réseau de chaleur, ben, ça fait 60%. C'est toujours à peu près le cas, hein. Alors, généralement, c'est à peu près moitié-moitié. Ce qu'on voit, c'est que le local chaufferie, bah, il n'est pas très cher pour une chaufferie de 500 kg. Une chaufferie bois de 500 kg, on est à 90 000 euros. Si on avait été avec des conteneurs, ça aurait fait exactement le même prix. Voilà, donc c'était la solution alternative qu'on avait imaginée. Donc ça n'a pas coûté moins cher. Bon, après, ça a coûté quand même moins cher de construire un bâtiment, mais voilà. Bon, vous voyez à peu près les prix. Je vais pas trop insister là-dessus. Donc après, ben, il y a des charges de fonctionnement. Et donc là, vous voyez, vous avez une vision du contrat, du compte prévisionnel d'exploitation sur les charges. Donc, bah, on a du bois, hein, qu'on achète. Alors là, ça c'est un point important, c'est que quand on répond à une délégation de service public, on s'est engagé sur le prix de la chaleur. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre étude, votre offre, vous faites ce travail que vous avez sous les yeux, hein, d'établir votre compte d'exploitation prévisionnel, mais c'est exactement comme pour du photovoltaïque. Le prix de la chaleur, il est fixé et il ne va plus jamais bouger sur les 20 ans. Le tarif d'achat de l'électricité, il ne va plus bouger. Si vous vous êtes planté, ben vous vous êtes planté. Voilà. Donc là, il y a quand même une différence par rapport au solaire, c'est que comment tout ça a été établi, enfin sur la première partie achat de combustible, ben, on a estimé les consommations des abonnés et on a pris les hypothèses sur les rendements du réseau de chaleur, des chaudières et le taux de couverture bois, hein, la part du bois. Et donc, c'est ça qui permet de déterminer le prix de la chaleur, puisqu'on voit que voilà, on va acheter du bois, on va acheter du fioul. Il y a un nombre de mégawattheures, mais le prix que paye l'abonné, lui, c'est sur une mixité qui est donnée, figée. Et donc, globalement, si nous, on a fait tous nos calculs avec un taux de couverture bois de 92%, si on est à 95%, bah, tant mieux pour nous, parce que le bois, il coûte 3 fois moins cher que le fioul. Si on n'est pas à 92%, mais à 80%, bah, tant pis pour nous. Voilà. En tout cas, l'abonné, lui, ne va rien payer de plus. Il y a des formules de révision annuelle, hein, mais en tout cas, le prix, il n'est pas lié à ça. Voilà. Donc, après, bah, quand on avait fait l'offre, le fuel, il était à 60. Alors, pardon, donc j'ai mis sous-estimé le premier point sur le fuel, excusez-moi, je me suis trompé. Parce que ça, on a pu en discuter avec la mairie juste au dernier moment, parce qu'on avait pris une hypothèse de prix du fuel qui avait changé. Voilà. Et puis, par contre, oui, c'est sur l'électricité, où là, j'étais à 105 € le mégawattheure. Finalement, on est parti avec, finalement, on est parti avec Enercop, et le prix est un petit peu plus élevé que ça. Voilà. Donc voilà les charges. Bon, bah, on achète du combustible bois, on achète du fuel, on achète de l'électricité pour faire tourner les pompes. Voilà. C'est pas négligeable, hein, en fait, c'est pas 3 000, mais plutôt 4 000 € par an d'électricité. Donc après, ben, on a du télécom parce qu'il y a un système de transfert de défaut sur la chaufferie. Alors, ce que je ne vous ai pas dit en termes techniques, c'est comme si on était sur un petit réseau. On n'a pas un relevé automatique à distance des compteurs des différents abonnés. Il faut aller le faire à la main. Parce que ça, c'était 15 000 € pour pouvoir mettre un système de télésuivi complet. Donc, la seule chose qu'on voit à distance, c'est ce qui se passe en chaufferie. Et donc, il faut un abonnement Internet. On a une prime d'assurance.
L'assurance qu'a Forestener, c'est qu'on paye un tout petit peu moins de 2% des recettes annuelles, voilà, en phase d'exploitation. Il y a aussi en phase travaux, hein, où c'est à peu près, je crois que c'est 1,5% du montant des travaux, soit réalisés par Forestener, mais nous on ne fait rien, sous-traités. Tous les travaux où il y a une co-traitance, ça c'est aussi important, nous on ne paye pas d'assurance sur ces travaux-là. Mais par contre, tout ce qui va être sous-traité, on paye 1,6%, je crois, du montant des travaux, donc qu'il faut imputer sur l'investissement initial. On a donc, alors là, il y avait une ligne qui est vide, c'est évacuation des cendres, j'y reviendrai parce que ça, c'est géré par la commune. Donc, on a un peu de frais de structure, on a un contrat P2 avec Eolia, là, qu'on voit, qui est de 15 500 € par an. Alors, vous voyez qu'en 2019 et 2020, ce n'est pas les mêmes chiffres, parce qu'en 2019, on n'a pas tourné toute l'année. On a après un peu de charges administratives et de suivi d'exploitation, faire les factures, regarder les chiffres chaque mois. C'est une délégation de service public, donc il y a une redevance voilà, qui est de 2 000 € par an, frais de contrôle et occupation du domaine public. C'est une obligation, la collectivité ne peut pas le faire. Et puis, on va devoir payer une cotisation économique territoriale. Voilà. Tout ça, ça fait des charges. On a après des dépenses ou des provisions de gros renouvellement qui s'élèvent à 6 500 € par an. Et ça nous fait des charges d'exploitation. Ensuite, on a tout ce qui va concerner le financement du projet. Donc là, voilà, 1,46 million d'investissement. On a après qu'est-ce que c'est que les frais intercalaires? C'est la garantie qu'a demandé la banque qui ici a été faite par la BPI. On a eu des subventions, on a en recette les frais de raccordement des locataires de la maison de Louise, et donc il nous reste un financé de 605 000 €. Là-dessus, comment ça s'est passé? Un tout petit peu de fonds propres et surtout du compte courant d'associés qui a été apporté par Énergie Partagée Investissement, et puis un prêt. Donc c'était le premier projet de Forestener. Donc on a interrogé plusieurs banques. La seule qui a accepté de nous faire un prêt, ça a été la Nef, mais en dessous de 250 000 €, puisque après elle doit demander l'autorisation du crédit coopératif, qui, et d'ailleurs sur les autres projets qu'on a fait, ne nous a jamais fait d'offre parce qu'il considère que c'est des projets trop petits, qu'il ne connaît pas, voilà, même si quand vous rentrez dans une agence du crédit coopératif, il y a partout des affiches qui disent qu'ils soutiennent le développement durable, les énergies renouvelables, enfin bon, bref. Donc là, en fait, on a eu un prêt de 250 000 € à la Nef sur 13 ans, parce que c'était la seule possibilité. Alors, c'est aussi un type de prêt qui a été négocié par Énergie Partagée avec la Nef, et donc le reste, c'est Énergie Partagée qui a amené en compte courant d'associés à 4% sur 19 ans, sachant que, point important et que je conseille toujours de faire, même aux collectivités, c'est de prendre des prêts et du compte courant d'associés avec un décalage d'1 an sur le remboursement, à la fois parce que la première année, c'est jamais celle qui marche complètement bien, il y a beaucoup de réglages, et puis ici, on a des abonnés qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, donc une difficulté à obtenir un prêt. Voilà, les petites chaufferies bois avec du financement citoyen, il y en a très très peu qui se font, donc les banques, elles ne connaissent pas, donc elles ne le font pas. Et puis là, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que si ce projet a vu le jour, c'est grâce à l'implication et à l'extrême souplesse et à l'extrême présence de Énergie Partagée Investissement. Donc, vraiment, voilà, j'insiste très, très, très lourdement, Énergie Partagée a été parfait. A été parfait, c'est-à-dire que on a commencé ce projet sans avoir une vision claire sur l'investissement et voilà, on a un partenaire, un actionnaire qui a dit on y va. Voilà. Et le prêt, il a été accordé, on avait quasi fini les travaux et il a été débloqué 6 mois plus tard. Voilà. Et donc tout ça s'est fait avec, parce qu'il y a un CCA long de 350 000 et il y a eu un CCA court qui a pu se faire. Voilà. Donc c'est génial d'avoir Énergie Partagée comme actionnaire, je vous le dis. Voilà.
Donc après, avec tout ça, ça nous permet de déterminer, ça nous a permis de déterminer un prix de la chaleur. Donc nous, quand on répond à l'offre, on est très clair avec l'acheteur, enfin la collectivité, comme on l'avait dit la fois d'avant, hein, previously on Biomass Energy. La commune de Lucinge est devenue actionnaire depuis. Et donc nous, dans l'offre, on dit voilà quelles sont les charges. Et on prend 5% de marge sur le combustible, le P2, le P3, et évidemment pas sur tout ce qui est emprunt, parce que ça, c'est une charge fixe et on ne va pas prendre une marge là-dessus. Et donc, ça nous conduit à un prix de l'énergie. Donc, sur un réseau de chaleur, les abonnés, ils payent, comme sur tout service public d'énergie, votre facture d'électricité ou de gaz, elle a une partie abonnement, une partie consommation. La partie consommation, elle couvre les achats d'énergie et la partie abonnement, toutes les autres charges. Donc là, l'abonné, il va donc dans sa facture avoir une partie abonnement fixe, X euros par mois, qui est proportionnelle à la puissance de sa sous-station, et une partie consommation proportionnelle à ce qu'il consomme. Donc là, on est en gros à 48 euros hors taxe le mégawattheure sur la partie consommation, et on est à 96 euros sur la partie abonnement. Et donc, ça fait un total d'environ 130 euros le mégawattheure, qui est plutôt élevé. Alors, qui est plutôt élevé, sachant qu'on est sur un petit réseau de chaleur rural. Hein, sur des gros réseaux de chaleur, on va plutôt se situer aujourd'hui aux alentours un gros réseau de chaleur qui va, je sais pas, dans une ville de 50 000, d'aller de 30 à 100 000 habitants, on va plutôt se situer à 75, 80 euros le mégawattheure, donc on voit qu'on est beaucoup plus élevé. Mais là, c'est un coût qui est à peu près comparable à une solution fuel. Hein. Aujourd'hui, les gens vont acheter le fuel 90, 95 euros le mégawattheure. Et puis, à partir de là, il va falloir qu'ils entretiennent leur chaudière aussi. Hein. Et puis, leur chaudière, elle n'est pas tombée du ciel. Il faut l'acheter ou la renouveler. Donc, on est quelque chose d'à peu près comparable. Donc ça se souligne, on l'avait déjà dit la dernière fois, hein, les aides elles sont aussi calculées pour arriver à un prix à peu près équivalent. Mais au-delà du prix, il y a un point qui est important, hein, qui est celui-ci. Là, vous avez sur la gauche, ça décrit par quoi et comment est constitué le prix de l'énergie. Donc sur la partie gauche, les abonnés, quand on fait la somme de toutes leurs dépenses, ils ont 79%, ils achètent du fuel ou du gaz propane, ils ont un peu de maintenance et puis ils ont un peu d'amortissement de leur investissement. Et de l'autre côté, on a du bois, un peu de fuel, de la maintenance beaucoup plus importante que sur la partie quand vous avez une chaudière gaz, et vous avez l'amortissement des investissements. Donc là, tout de suite, on voit que la part achat de combustible, il est beaucoup, beaucoup moins grand sur la partie réseau bois. Et donc, ça veut dire que ma dépense annuelle quand je suis abonné à un réseau de chaleur, elle dépend beaucoup moins de la variation du prix des énergies. Alors, sachant que la situation actuelle des abonnés, ils ont 80% de leur facture qui est de l'achat de fuel ou de gaz sur lesquels ils ont zéro maîtrise. En tout cas, qu'est-ce qui va faire changer ça? C'est des tensions géopolitiques mondiales, un drone qui s'abat sur une canalisation de fuel quelque part sur la planète. Bon, voilà. Et là, c'est quand même complètement différent puisque l'achat de fuel ne représente plus de 10% de leurs dépenses. Et puis, il y a 38% qui est de l'achat de bois qui ne fait pas plus 30% une année, moins 50% l'année d'après, plus 60% l'année suivante. C'est très, très stable. Ça suit à peu près le cours de la vie dans les bonnes années. Donc ça veut déjà dire que je vais stabiliser mon prix de l'énergie. Et puis après, si on se dit, mais là-dedans, je vais stabiliser mon prix de l'énergie parce que de quoi est fait le reste? Le reste, c'est de la maintenance. La maintenance, c'est du salaire. Les salaires, ils évoluent rarement de 30% par an. Donc ça, c'est 1 à 2% par an. Et le reste, on a 33% qui est de l'annuité d'emprunt, donc fixe. Et donc, l'abonné, il a la moitié de sa facture qui ne va quasi pas bouger dans le temps. Et puis après, il y a une dimension politique qui est de se dire, aujourd'hui, colonne de gauche, qu'est-ce qui reste dans l'économie locale? J'ai 11%, ma société de maintenance. Et puis, avec le réseau de chaleur, qu'est-ce que j'ai? J'ai 38% d'achat de bois dans un rayon de 30 km et j'ai 20% qui est dans de la maintenance dans une entreprise locale. Voilà.
Donc globalement, j'ai pris ma facture de fuel et j'en ai les 3/4 que je réinjecte dans l'économie locale. En toute franchise, 80% des collectivités qui font réseau de chaleur, c'est pour cette raison-là. Voilà. Et en plus, on va stabiliser le prix de la chaleur. Voilà, donc ça c'était le volet économique. Alors ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a une formule d'indexation. Donc, on l'a appliquée 2 fois là, sur Lucinge. Et le prix de la chaleur, il varie en moyenne de 1,5% par an. Donc, quand on dit que c'est stable, ça l'est concrètement. Ok, alors merci Eddy. Juste, on va poser 2-3 questions. Bon, cette dernière slide est impressionnante, elle est très convaincante. Ça me fait penser qu'on est en train de sortir des chiffres bâtis dans notre réseau, donc pas des spéculations, mais vraiment, on a regardé les retombées économiques locales des projets de notre mouvement pour les compter et voir du coup combien ça pèse. Et on a fait l'exercice surtout pour le grand éolien et le photovoltaïque. On ne l'a pas encore fait pour le bois énergie, mais ça vaudra vraiment le coup de le faire pour la prochaine édition de cette étude. Plusieurs questions qui se sont posées, qui font un peu revenir en arrière sur la partie technique, mais je pense que ça peut aller assez vite. C'était autour de la fourniture bois. On te demande s'il y avait des fournisseurs CBQ. Tu pourrais nous... Plus, oui, les trois, Voilà. alors je réponds tout de suite, oui, les 3 fournisseurs étaient CBQ+, et donc les 2 qu'on a testés le sont. Oui. Donc ça, c'est une démarche qualité sur la fourniture du bois, de la plaquette D'accord. forestière. Mais le premier dont vous n'étiez pas satisfait était CBQ+, aussi. Oui, oui, parce que la Voilà. qualité de sa fourniture, elle Ouais. était très très bonne. C'était pas là la Mm. question. Mm. Ok. Bon, il y a alors là très technique. Est-ce que vous aviez étudié le complément solaire thermique? Je crois que tu en avais déjà parlé lors des précédents webinaires. Je vais te laisser en dire 2 mots, mais maintenant et ensuite je te fais passer les questions économiques. Ok. Alors, on... Alors là, on n'avait pas regardé la solution solaire thermique. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de mettre 2 chaudières bois. Pour moi, la solution solaire thermique, c'est soit je mets une seule chaudière à bois et l'été, je ne la fais pas fonctionner et je peux effectivement tourner avec du solaire thermique. Mais là, comme on a 2 chaudières à bois et qu'il y en a une qui est faite pour, ben voilà, on ne fait pas du solaire thermique. Après, le solaire thermique, il se trouve que nous, EPOS, on a accompagné une collectivité à faire un réseau solaire thermique plus bois. C'est quand même un réseau où vous allez avoir 2 systèmes énergie renouvelable. Et donc, vous passez un gros cap en complexité technique. Et donc, nous, l'endroit où on l'a fait, c'était le deuxième réseau de chaleur d'une collectivité. Et donc, si on débute, je ne prendrai pas mon conseil, c'est de ne pas le faire. Et puis après, mettre du solaire thermique suppose d'avoir des très gros besoins d'eau chaude l'été. Dans le cas que j'indique, il y a une piscine, une maison de retraite et des logements raccordés au réseau de chaleur où il y a du bois plus du solaire. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand il fait 30 degrés dehors, personne ne prend des douches chaudes et que le problème de la piscine, c'est de rafraîchir la piscine parce que la température de l'eau, elle monte aussi à 30 degrés. Donc globalement, il y a quasi, et vraiment, voilà, moi je ne suis pas un spécialiste du solaire thermique, mais ce qu'on se rend compte, c'est que pendant les périodes où il fait très chaud, ce qui représente quasi la moitié de l'été, mais il n'y a quasi aucun besoin. Donc, sur la moitié du temps, les 200 mètres carrés de panneaux solaires qu'on a mis, ils produisent rien du tout. Voilà. Donc, ça m'a interrogé quand même sur ça. Je pense qu'il faut mettre ça sur des gros réseaux de chaleur où on est certain que toute la chaleur l'été va réellement être utilisée. Alors, en tout cas, là, ce n'était pas le cas parce qu'on n'a pas des gros besoins l'été. Hein. Voilà. Ok. Merci. Alors du coup, sur la partie économique, il y a une première question mais peut-être tu vas y revenir après dans la démarche citoyenne sur les fonds propres et pourquoi Forest ENR n'a pas cherché à lever des fonds propres localement ailleurs que chez ses actionnaires professionnels qui composent Forest ENR. Je vais y revenir effectivement. Ouais.
Ensuite, il y avait une autre question sur le coût de la maintenance. 15 000 euros par an de coût d'entretien par Eolia. Est-ce que tu peux dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a Pierre-Louis Cazot qui trouve que ça ressemble à des factures faites par Dalkia ou Engie. Et puis, je pense qu'il y en avait une autre. Je peux peut-être déjà répondre là-dessus. Globalement, sur les chaufferies bois, la part maintenance, elle est toujours totalement sous-estimée. S'occuper d'une chaudière bois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le temps, voilà, voilà. Et donc, sur cette installation, il passe 1 à 2 fois par semaine. Surtout la première année où ils étaient parfois 4 fois par semaine parce qu'il faut régler des choses, voilà. Et puis, on a les petites réparations de moins de 200 euros. 15 000 euros, moi, ça ne me paraît pas excessif. Et si nous, avec notre casquette bureau d'études, on accompagne beaucoup de collectivités. Eolia, il a fait un effort sur ce prix-là, parce que voilà, si vous aviez un Dalka ou un Cofili, il faut avoir bien en tête que là, la mairie ne met pas les pieds dans cette chaufferie. Elle ne fait rien du tout. C'était leur demande. Donc, c'est uniquement… voilà. Et l'usage, c'est un peu en dessus de Annemasse, et donc ça commence à être un peu en zone rurale. Donc, sur les frais de maintenance, quand on est en plein centre, je ne sais pas, de Grenoble, c'est forcément pas du tout le même prix que si je suis à 20 minutes de Grenoble, quoi. Parce que le fait d'y aller, ça prend 1 heure de transport, et surtout que la société de maintenance, elle ne va pas mutualiser. Lorsqu'elle va dans Grenoble, elle a 50 chaufferies, donc le bonhomme, il a sa journée remplie, ce n'est pas un problème. Là, il a une demi-journée chaque fois qu'il va là-bas. Donc, non, je pense que c'est pas surestimé, et ils font un effort. Voilà. Et vraiment, mon conseil, c'est ne sous-estimez pas ça. Voilà. S'occuper d'une chaudière bois, d'un réseau de chaleur, c'est absolument pas comparable avec s'occuper d'une chaudière fuel. Alors, c'est sûr que généralement, la copro de 30 logements, elle a un P2 de 1 000 euros, voilà, pour s'occuper de sa chaudière. Mais en même temps, c'est une somme, ça, qui ne suffit absolument pas à faire un suivi énergétique, parce qu'avec 1 000 euros, voilà, vous savez ce que c'est qu'un prix de journée, c'est 500-600 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui va y aller 4 fois par an. 4 fois par an, ça veut dire qu'il y va 1 fois au démarrage, 1 fois à l'arrêt, puis qu'il va passer 2 fois parce qu'il y a eu un problème. Donc, il y a 0 optimisation énergétique avec ce prix-là. Passer du temps à optimiser les choses, ça a un coût. Ça peut avoir un bénéfice, mais ça a un coût. Voilà. Ok. Bon, message bien reçu, il me semble. On te laisse sur la partie citoyenne. Il n'y avait pas d'autres questions. Et du coup, ça te permettra de revenir sur les fonds propres citoyens. Comment ça marche? Ok. Alors, la démarche citoyenne. Bon, pour ceux qui pratiquent les assemblées générales du mouvement énergie partagée, ils savent qu'il y a des ateliers qui s'appellent un projet. En tout cas, qu'il y a des ateliers ou des échanges sans fin sur qu'est-ce qu'un projet citoyen. Voilà. Un projet sans citoyen est-il citoyen? À partir de quand on considère qu'un citoyen est citoyen? Bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures, et c'est très, très intéressant. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs qui considéreraient que ce projet, on ne peut pas dire que c'est un projet citoyen, puisqu'au départ, il n'y a pas de citoyen. Certes, alors, la dynamique citoyenne, elle n'existait pas avant le lancement du projet. Il y avait uniquement une volonté de la collectivité de faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une centrale villageoise, une association de citoyens structurée sur les énergies renouvelables, ou, je ne sais pas, un AMAP, ou tout ça. Bon, il n'y avait rien de tout ça. Alors, on pourrait se dire, à partir de là, ce n'est pas un projet citoyen, certes, sauf que le pari qui a été pris, c'est de se dire, on va le construire. Alors, qu'est-ce qui a été fait? On a commencé par faire des réunions publiques en mairie,
Et puis, il y a bien sûr des mailings qui ont été faits par, excusez-moi, ce n'est pas Énergie citoyenne, mais Énergie partagée et Enercop, parce que sur cette zone géographique, il y a des gens qui sont clients sociétaires de Enercop et aussi de Énergie partagée. Il y a des biocop, enfin bon, bref, il y a tout un réseau où là, bon, il y a eu une information qui a été faite. Et puis, il y a eu une super plaquette. Enfin, je n'ai jamais vu une plaquette, même sur le réseau de chaleur de Grenoble, il n'a pas ça. C'est-à-dire que l'élu en question, alors on l'a un peu relu, mais il a fait un document qui doit faire une quinzaine de pages. Ils ont mobilisé une boîte de com de la mairie pour faire ça. C'est magnifique. Et il est allé distribuer ça sur le marché. Il a mis dans chaque boîte aux lettres et qui explique parfaitement ce qu'est le projet. Puis, il y a eu des communications dans le bulletin municipal. Et puis après, il y a eu un gros travail avec l'école primaire. Il y a eu deux professeurs d'école qui se sont grandement mobilisés, CM1, CM2, et donc ils se sont dit, bah ouais, tiens, c'est sympa ce truc, et on a un thème développement durable qu'on doit aborder, bah là, on va le faire cette année sur ce sujet-là. On est allé les voir, elles ont accroché, enfin non, l'élu en question est allé les voir, et donc elles ont accroché. Et donc, on a fait en cours de chantier des visites des CM1, CM2 qui sont venus. Ils sont allés voir la plateforme bois, et les élus ont dit, nous aussi, on veut y aller une fois. Voilà, donc ils ont fait ça, et donc Forestaner leur a payé les 300 € du bus pour faire ça. Et puis, le projet de l'année, ça a été qu'ils fassent les panneaux d'information qui sont sur la chaufferie. Donc, ils ont fait 4 panneaux d'information qui font, je sais pas, 1 mètre par 50 cm. Bon, après, on a pris une petite boîte de com pour les finaliser. Et ils étaient présents à l'inauguration. Et donc, c'est vrai que c'était une inauguration, enfin, moi, qui m'a réellement marqué, parce que vous aviez 70 enfants toute la journée. Enfin, Énergie partagée a un magnifique outil qui s'appelle la chasse au trésor. Voilà, c'était vraiment, vraiment super. Et vous voyez, j'en suis encore ému. Donc voilà, l'inauguration, la dame que vous voyez parler, c'est l'institutrice qui raconte tout ça, avec le préfet, le vice-président de la région, enfin bon, bref, tout ça. Et puis vous voyez des panneaux qui ont été faits, c'est des dessins qui expliquent tout ça, et c'était vraiment très 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 bien. Voilà. Et donc ça continue, puisque maintenant, chaque année, alors il se trouve que on voit là sur la photo, il y a des actionnaires locaux sur la commune aussi qui étaient là, et donc il y en a une qui est une maman d'élève, et on continue à faire des choses, mais je crois que j'en parle plus tard. Et donc là, à ce jour, il y a 152 000 € qui ont été mobilisés. Donc là, avec les citoyens, donc ça c'était, la dynamique qui a commencé à se créer au moment du projet. Puis, bien sûr, il y avait la possibilité de participer au financement, et donc là, financièrement, donc quand vous prenez des parts sur énergie partagée, vous avez la possibilité de cibler le projet. Et là, donc, on voit qu'il y a 74 personnes qui ont versé 152 000 € en ciblant ce projet. 150 000 €, c'est quand même 25% du reste à financer, ce qui est quand même vraiment très important, moi, je trouve. Alors, c'est moins que les 350 000 €. Alors, pour être tout à fait exact, c'est 350 000 € qu'a apporté en compte courant d'associés Énergie partagée investissement. Ça sert aussi sur les autres projets de Forestaner. Et donc, finalement, je pense qu'on peut dire qu'il y a à peu près 150 000 € qui étaient en lien avec ce projet, et qui aujourd'hui ont été effectivement apportés par des citoyens, alors qu'ils ne sont pas tous de la commune de Lucinge. Et ça, de par la protection comment dirais-je, de l'information, moi je ne sais pas d'où viennent ces 74. Alors Énergie partagée le sait, et donc ils nous ont dit qu'il y en a à peu près le quart. Mais après, il y en a quand même qui sont dans le territoire, et puis il y en a qui sont plus loin. Donc ça veut dire que cette mobilisation financière, elle a très bien fonctionné. Après, il faut aussi souligner l'extrême qualité de la communication qu'a pu faire
énergie partagée sur ce sujet, hein, parce que voilà, on a eu une couverture médiatique monumentale grâce à tout le réseau d'énergie partagée. Voilà, on est passé sur France Inter, à la télé, enfin bon, bref, c'était voilà, dans tous les sens, ça ne s'arrêtait plus. Et donc, bon, ça a mis beaucoup en évidence ce projet qui a pu bénéficier de beaucoup d'implications financières citoyennes. Donc bon, là, quand on fait un ratio, on voit que c'est à peu près 2 000 € par personne. Hein. C'est le ratio moyen sur énergie partagée. Voilà. Bon, avec, bien sûr, comme toujours, des gens qui mettent 100 € et d'autres qui mettent beaucoup plus que 2 000 €. Mais voilà. On retrouve au sein des actionnaires d'énergie partagée la société française. Voilà. Il y a des gens qui mettent 150 000 € et d'autres qui mettent 100 €, mais voilà, pas tout le monde n'a les mêmes revenus et en tout cas la même épargne. Alors ça, c'est le début, on peut se dire, bon, ok, vous faisiez un pari, et qu'est-ce qui se passe depuis? Moi, je trouve que ça marche bien, les choses, c'est un chemin, mais ce chemin, il fonctionne. Donc, on fait 2 réunions avec tous les actionnaires, et il y en a 6, 7 qui viennent à chaque fois, donc pour Restener, 2 fois par an, on les réunit, on se fait notre petite bouffe du soir partagée. Je leur présente les indicateurs, comment ça marche, et puis globalement, ils s'investissent. Alors, ils s'investissent sur quoi? Sur la gestion des cendres. Donc, les cendres, je ne vous l'ai pas dit, voilà, il y a un système d'aspiration qui remplit des bacs de 200 litres. Enfin, on avait réfléchi à plusieurs solutions avec qu'est-ce que ça va remplir comme contenant plus gros. Et donc, l'idée a été d'avoir des contenants pas trop gros. Pourquoi? Parce que ces actionnaires locaux, là, ils animent la valorisation locale des cendres. Soit, alors il y en a quelques-uns qui sont des jardiniers qui l'utilisent, et puis qui font passer l'info au sein de la commune, voilà, qui tiennent la petite permanence du samedi, d'autant plus qu'il y en a un qui nous a expliqué que si vous voulez avoir des draps très blancs, il faut les laver à la cendre, et donc qui fait de la lessive et du savon avec la cendre, et qui tient parfois un stand sur le marché du samedi matin pour expliquer tout ça, qui est allé à l'école pour expliquer ça, qui se charge donc de faire la lessive de la machine à laver de l'école. Voilà, donc moi, ça fait 25 ans que je fais des projets bois énergie, je n'avais jamais vu ça. Et puis donc, ils ont trouvé un horticulteur local qui vient récupérer ses cendres de temps en temps. Voilà. Et donc, pour l'instant, ces cendres, on arrive à les gérer parce que, bon, quand même, 2 chaudières bois, là, 330 et 150 kilos, voilà, le fût de 200 litres en 15 jours, 3 semaines, il est plein. Donc, il faut quand même qu'à l'hiver, il y ait un bon débit. Voilà. On y est arrivé. Et puis après, il y a une poursuite du travail avec l'école. Hein, donc, cette année, on a payé à l'école le quart là, pour aller visiter une unité de méthanisation. Et donc, l'année prochaine, ça sera autre chose. Et l'idée, ça va être aussi de faire une visite pour des adultes. Voilà. Donc, il y a plusieurs jeunes retraités qui ont dit ouais, mais moi, ça serait bien qu'on fasse ça. Alors, soit ça sera, ils vont remplir des voitures, mais l'idée, c'est d'organiser tiens, on va voir d'autres installations ENR. Et puis, comme Forestener a fait d'autres projets, on va faire des échanges entre ces personnes-là. Et puis, je vous ai déjà parlé d'un élu là, qui était ultra investi, qui a continué, puisqu'il est devenu membre du conseil de surveillance d'énergie partagée. À partir de là, il a fait sa propre transformation, il a fait une formation personnelle sur l'énergie. Aujourd'hui, il cherche du travail, il veut changer de travail, il veut quitter son entreprise de chimie pour devenir, pour travailler dans les énergies renouvelables. Il est devenu membre du conseil de surveillance d'énergie partagée investissement. Et il a participé à la création d'une centrale villageoise sur le territoire. Et cette centrale villageoise va certainement devenir actionnaire de Forestener. Et bon, la prochaine fois, je vous verrai que sur un territoire où ces acteurs existent déjà, ce n'est pas énergie partagée qui fait vivre la dynamique citoyenne, c'est l'acteur local qui existe. Voilà. Donc, il y a une dynamique qui se met bien en place. Voilà. Donc, le pari de dire, si elle n'existe pas, si on est sur un territoire où cette mobilisation citoyenne n'existe pas, on peut aussi participer à la créer. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et là encore, il faut vraiment souligner la place et le rôle capital d'énergie partagée là-dedans, parce qu'ils ont été très présents. Alors, à partir de là, on se dit, OK, toute belle histoire, et ça marche.
ça marche pas trop mal. Voilà. Donc, on a une année de fonctionnement. Alors, c'est une année particulière, hein, puisqu'on a globalement que 65% de la puissance souscrite qui a été là, et donc 65% des ventes de chaleur par rapport au prévisionnel, parce que les 28 logements, là, on les a raccordés, enfin, en tout cas, les personnes sont venues vivre dedans il y a 15 jours, donc sur la première année, ils n'étaient pas là. Et puis, il y a 2 bâtiments qui sont arrivés petit à petit. Et nos indicateurs de performance, ils sont corrects. Alors, quand je dis indicateurs de performance, ça se souligne un point important aussi, c'est qu'il faut les suivre. Et donc, Forest Air confie à EPOS une mission de suivi d'exploitation. Et donc, ça veut dire que tous les mois, on analyse les indicateurs de performance. On fait une petite note qu'on envoie à l'exploitant, au fournisseur de bois et à la commune en disant, voilà, ce mois-ci, ça s'est passé comme ça. Voilà ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, voilà les améliorations qu'il faut qu'on mette en œuvre et est-ce que l'amélioration qu'on avait mis en œuvre paye ou pas. Et puis, 3 fois par an, on met tout le monde autour de la table et on discute des choses, on va sur place. Et donc, nous, là, le rôle des pauses, c'est d'entretenir cette dynamique d'amélioration. Pourquoi aussi? C'est parce que l'équilibre économique du projet, il est vraiment… il tient sur tous ces rendements-là. Donc, il faut qu'il soit là. Donc, quels ont été les indicateurs? Le taux de couverture bois, il est de 97%. Alors, il est plus que 92%. C'est logique parce qu'on n'a pas tous les abonnés, donc j'ai moins d'appels de puissance et donc j'ai moins besoin de faire tourner le fuel. On a le rendement moyen annuel des chaudières bois qui est de 77% pour un objectif de 81%. On est un peu en dessous, mais je ne m'en affole pas parce que c'était… Déjà, on a eu 2-3 mois de réglage un peu au début, de trouver les bons régimes de température, de réseau et autres. Et puis que le réseau, il a fonctionné aussi l'été, alors qu'on n'avait quasi personne dessus, puisqu'il y avait les 28 logements qui n'étaient pas là. Et pareil pour le réseau le rendement du réseau, il n'est pas terrible, il est de 73% au lieu de 85%. Bon, on a été pénalisé parce que voilà, on a un fonctionnement estival où il y a 28 logements qui ne sont pas là et qu'il y a une branche réseau qui aurait dû être fermée. Et l'exploitant m'avait dit oui. Et quand je voyais que les compteurs, il y avait toujours des choses, je me suis dit là, il y avait un problème. Et oui, effectivement, il avait oublié de la fermer. Bon, mais voilà, maintenant, il saura faire ça. Donc, globalement, on n'est pas trop mal et il faut qu'on s'améliore un peu sur le réseau. Mais comme on va avoir plus d'abonnés, je pense qu'on devrait y arriver. Le retour d'expérience, c'est que la gestion d'autonomie du silo qui est un peu petit parce qu'on a dû se mettre dans ce bâtiment et c'est un peu fin à gérer et donc il y a eu quelques couacs des fois et c'est là qu'on s'est rendu compte que la cascade, c'est-à-dire le système de régulation qui fait que quand la chaudière bois n'a plus la capacité, n'est pas suffisante, la chaudière fuel se met en fonctionnement. Ça ne fonctionnait pas terrible. Et d'ailleurs, là, cet été, on a fait quelques travaux pour changer un peu des choses parce que par économie, on s'était dit, c'est le système de régulation des chaudières Argasner qui va piloter la cascade et le départ du réseau. Bon, ça, le retour d'expérience, c'est que ça ne fonctionne pas. La cascade, la régulation des chaudières Argasner, elle gère très bien les chaudières Argasner et le ballon d'hydroaccumulation, mais elles n'arrivent pas à gérer le reste correctement. Et donc là, on a remis une régule directement sur la chaudière fuel qui est avec comme critère de mise en route, c'est une température de réseau qui devient trop basse. Et l'autre question, c'est toujours, OK, la chaudière fuel se met en route, mais encore faut-il qu'elle s'arrête au bout d'un moment. Et donc là, c'est la température du ballon, une fois que… parce que comme la chaudière fuel, elle est beaucoup plus importante que les chaudières bois, elle a quand même vite tendance à prendre toute la place quand elle est là. Et donc l'idée, c'est que voilà, la température du réseau baisse trop, boum, la chaudière fuel se met en route et donc elle prend toute la place. Pendant ce temps, les chaudières bois, elles remplissent les ballons d'hydroaccumulation, là, ça remonte ça à 88 degrés. Et dès qu'ils sont à 88 degrés, boum, la chaudière fuel, depuis, je ne sais plus, 10 minutes, la chaudière fuel s'arrête et à ce moment-là, c'est reparti. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire et je crois que je suis arrivé au bout. Voilà.
Merci beaucoup, Eddy. C'est tellement précieux d'avoir du retour d'expérience. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais j'ai envie de dire comme souvent, parce que tes interventions sont très claires. Il y a une question sur les risques. Quels sont les principaux risques financiers techniques? Nous demande Gilles Barre de Citoyen ENR. Alors, j'ai l'impression que tu les as déjà pas mal identifiés et fléchés tout au long de la présentation. Mais Je peux en peut-être refaire une synthèse, hein, parce que c'est, je pense, tout à fait la vraie question. Où se situent les risques? Les risques, ils vont être, premier risque au niveau du dimensionnement de l'installation. Et ça, sur les chaudières bois, c'est un vrai risque. C'est-à-dire d'avoir des puissances bois surdimensionnées ou sous-dimensionnées. Sous-dimensionnées, c'est rarissime, et plutôt surdimensionnées. Et donc, pour ça, pour lever ce risque-là, il faut prendre un bureau d'études qui va tout calculer tout ça. Et je peux que vous conseiller de le mettre co-traitant du projet. Ça veut dire que sa responsabilité est engagée. De ne pas lui filer une petite mission à côté parce qu'on n'a pas trop de sous et que non, il faut qu'il s'engage dessus. Parce que s'il y a un problème, voilà, c'est son assurance qui sera là. Et puis lui-même, bon, voilà, ça l'engage quoi, quand même. Donc, premier risque, c'est un mauvais dimensionnement des chaudières bois. On pourrait dire après des sous-stations, parce que la difficulté de se dire, voilà, mon échangeur de chaleur, quelle puissance je mets, c'est que vous arrivez dans la chaudière, par exemple, je ne sais pas, de l'office HLM, là, vous voyez une chaudière de 150 kg, bon, généralement, 70 kg suffisent, quoi. Tout ce qu'on va avoir comme chaudière fuel et gaz, bon, à part si vous êtes sur des très grosses installations, c'est très largement dimensionné. Donc là, il y a une analyse énergétique à faire en se disant, je ne vais pas mettre 150 kg, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette? Donc bon, là, il y a voilà, un peu de calcul thermique à faire. Et puis après, il y a le dimensionnement du réseau à partir de ça. Et dans le dimensionnement du réseau, alors ça, je ne l'ai pas dit, dans cette installation, on a anticipé le fait qu'il va y avoir des nouvelles constructions sur la commune. Voilà, ils étaient en train de réviser leur PDU. Et alors, il ne va pas y avoir des tonnes de construction, mais il va y avoir encore une vingtaine de logements, 20-30 logements potentiels qui vont pouvoir se construire sur 2 parcelles différentes. Et donc, on a dimensionné le réseau en anticipant ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que demain, et les chaudières et le réseau puissent suivre ça. Donc là, il y a un peu de choses au niveau du dimensionnement. Et puis après, le risque principal, c'est sur les rendements que vous prenez en base pour faire vos calculs. Et comme là, à chaque fois, il faut qu'ils soient réalistes, c'est-à-dire pas trop ambitieux et pas trop pessimiste, parce que si vous êtes trop pessimiste, vous arrivez à un prix de la chaleur trop élevé. Et là encore, d'avoir un bureau d'études spécialisé qui a du retour d'expérience, c'est très important pour se dire, qu'est-ce qui est jouable, pas jouable, quoi. Voilà. Il ne faut pas pêcher par trop d'optimisme. Et là, on est déjà sur des niveaux de performance qui sont élevés. Hein. Se dire que j'ai 92% de toute couverture bois annuelle, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'ai trop de problèmes sur ma chaudière bois. Parce que globalement, vous tombez en rade, vous avez une pièce qui casse sur votre chaudière bois en plein hiver et puis ça met trop longtemps pour arriver. En 5 jours, voilà, vous avez perdu 5% de taux de couverture bois de l'année, d'entrée de jeu. Et puis après, ces chaudières bois, on les arrête une fois pendant la saison de chauffe pour faire leur amonage. Et là, c'est une grosse journée où elles sont arrêtées. Hein. Une journée, c'est 1%, 1,5% de taux de couverture bois de l'année. Voilà. Bon, c'est un peu comme sur le solaire photovoltaïque. Si la centrale elle tombe en rade une semaine au mois d'août, la marge de l'année elle est partie, et vous allez avoir perdu de l'argent toute l'année ensuite. Vous n'arriverez plus jamais à récupérer ça. Voilà, donc là, c'est donc de fixer des objectifs réalistes et puis après, c'est de les suivre. Voilà. Et donc, chaque fois qu'on parle suivi énergétique, c'est tous les mois, et de bien impliquer tous les acteurs et de faire vivre cette dynamique-là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a des petites questions qui arrivent. Je fais un petit point de temps. Il est moins le quart, donc on va vraiment essayer de terminer à 13 heures pétantes. Mais là, ça y est, il y a pas mal de questions.
Alors, question technique et question, on va dire, financière. On va commencer par la question sur la finalité. On sait qu'à énergie partagée, c'est un des piliers, la finalité non spéculative. Au final, nous demande le SIDEC du Jura, est-ce que les associés de Forest ENR gagnent de l'argent? La question est simple. Je te laisse y Ouais. répondre et après, je te fais passer des questions techniques. Alors, le capital de Forestener, c'est 30 000 euros. Donc, c'est très peu. Parce qu'on voit que là, on a fait 3 projets. Voilà, ça fait à peu près 2,5 millions, bon, avec 50% de subvention. En toute franchise, l'objectif des actionnaires, ce n'est pas de gagner de l'argent avec ça, c'est de ne pas en perdre. Alors, comment dire? Parce que même Énergie Partagée a mis 15 000 euros de capital. Bon, aujourd'hui, et par contre, a mis 350 000 euros de compte courant d'associés. Donc, ça, la façon dont les actionnaires peuvent rémunérer, enfin, en tout cas, les actionnaires peuvent rémunérer leurs propres actionnaires, hein, puisque dans Forestener, il n'y a pas de particuliers, il n'y a que des personnes morales, c'est à travers les comptes courants d'associés, voilà, qui sont rémunérés 4%. Alors, un compte courant d'associés à 4%, c'est un prêt à 2,5%. Pourquoi? C'est parce que en fait, vous ne payez chaque année que ce qui reste à rembourser, à la différence d'un prêt où on calcule je sais pas, les 2% d'intérêt sur la totalité de la somme. Là, c'est 4% de la somme qui reste chaque année à, voilà. Et donc, par rapport à la somme initiale, ça fait plutôt du 2,5, 2,7%. Et donc, en tout cas, il y a un modèle économique pour qu'il y ait une marge de 2-3%, parce qu'une société a besoin de ça pour vivre et autres. Mais voilà. Et puis après, il y a certains des actionnaires qui ont un marché à travers Forestener. Hein, c'est le cas de EPOS, qui a des marchés d'ingénierie. C'est le cas d'Argasner qui vend ses chaudières. Alors, qui vend ses chaudières en direct, donc ça veut dire qu'on gagne une étape, hein, parce que généralement, Argasner va vendre à un installateur qui lui-même revend à la mairie. Donc là, on gagne 15 points à peu près, quoi. Mais l'objectif, c'est effectivement que tout ça, ça tourne, d'où la vigilance de suivi d'exploitation. Et puis, mais c'est pas de faire fortune avec ça, voilà. Mais c'est 2 ou 3% quand même, quoi. Voilà. Donc après, on n'a qu'un an, donc ça, pour ça, ma réponse, c'est que c'est encore trop tôt pour le dire, mais l'objectif, c'est de faire 2 ou 3% de marge par an. Notamment pour aussi payer le développement, les études qu'on autofinance. Alors, les études, on les autofinance. Je n'avais pas répondu à ça. Qui c'est qui prend ce risque? C'est le bureau d'études qui est coactionnaire et qui se fait payer une fois que le projet sort. Alors, au début, il y en a quelques-uns qui ne sont pas sortis. Maintenant, voilà, on a appris à bien détecter quand on a un échange avec notamment une collectivité, si ce qu'on est en train de discuter, ça lui parle ou pas, et est-ce elle va nous balader ou pas. Concrètement, on s'est fait balader par 2 OPAC, hein, l'OPAC de Savoie et l'OPAC 38, qui nous a laissé faire des études, et puis à la fin, ils ont dit bah non. Alors, il y en a même un qui a lancé la consultation, puis au dernier moment, il a dit non, on a bien réfléchi, en fait, on ne va pas faire. Voilà. Sauf qu'on avait fait l'offre et tout ça, enfin bon, bref. Et donc ça voilà, j'arrive à avoir le nez un peu plus fin là-dessus. Et puis, bon, après, moi, j'arrive bien à voir si un projet, il va pouvoir tenir la route ou pas, quoi. Voilà. Ok. Et puis, on peut dire que concernant énergie partagée, comme vous le savez, nous, l'objectif de rentabilité promis à nos actionnaires, qui sont aujourd'hui plus de 6 000, on a 20 millions d'euros collectés dans toute la France pour l'investir dans des projets comme Forest ENR. Du coup, quand on remonte 4% dans un projet, ça nous permet tout juste d'atteindre notre objectif de 4% à nos actionnaires, puisqu'il faut intégrer aussi le coût de fonctionnement du fonds. Et donc, à énergie partagée, l'idée est d'avoir des projets comme ceux-là qui lancent de très belles dynamiques, qui sont prometteurs et qui ont un potentiel d'essaimage important. Quitte à être donc sur du 4% et peu gagner par rapport à d'autres projets dans notre portefeuille qui vont être plus performants économiquement et qui nous permettent d'atteindre notre objectif de 4% sur une détention de 10 ans.
des questions techniques maintenant. Et le technique, ça peut toujours nous emmener très loin. Là, le challenge, c'est d'y répondre en 5 minutes. Alors, je les vois, je vais essayer d'y répondre. Donc, gestion du débit, oui, il y a des pompes à débit variable, effectivement. Bon, voilà, donc oui, il y a tout ça. Et puis, alors, Combien de je crois qu'il y en avait nettoyage? combien de nettoyage il y en a, pour l'instant, il y en a un par an. Il y en a un, enfin, en tout cas, un au milieu, pardon, un au milieu de la saison de chauffe, un à la fin de la saison de chauffe. Voilà, donc ça en fait 2 par an. Voilà. Et voilà, ça semblait suffire. Bon, sachant que, voilà, pour ceux qui connaissent un peu les chaudières Argasner, on n'a pas des tubes horizontaux, donc c'est un peu plus facile à nettoyer, mais c'est ça. Alors après, est-ce qu'on a anticipé d'éventuelles rénovations énergétiques du parc? Oui. C'est le cas sur l'école, parce qu'il y y a une phase extension et puis donc, qui est finie. Et maintenant, ils vont commencer une phase de rénovation lourde, quoi. Voilà, donc ça c'était bien présent au départ. Souvent, le groupe scolaire, c'est quand même un gros abonné. Sachant qu'après, il y a pas mal de bâtiments neufs, on l'a vu, hein, le tiers, c'est que du bâtiment neuf. Et puis l'Office HLM, c'est loin d'être la passoire énergétique, c'est un truc qui a une, je sais pas, quinzaine d'années à peu près, donc ça va, c'est pas la catastrophe. Le bâtiment qui est pas terrible, c'est la mairie. Et puis après, les maisons individuelles, parce que je t'ai passé vite là-dessus, on a 5, on a de tout, voilà. Mais c'est sûr que, notamment pour les gros abonnés, oui, il faut bien se poser cette question-là de est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un abonné qui consomme 2 fois moins et surtout, parce qu'après, nous, que les abonnés consomment plus ou moins, c'est pas trop le problème parce qu'on va consommer moins de bois, donc voilà. Par contre, le risque, c'est qu'ils réduisent sa puissance souscrite et donc là, c'est des recettes en moins sur l'abonnement. Et donc, ce qui imposerait de devoir aller chercher des nouveaux abonnés pour compenser. Et quand vous avez vu la photo de Lucinge, il n'y en a pas 50 000 autres qu'on peut aller chercher, quoi. Voilà. Ok, merci. Bon, il n'y a pas là d'autres questions. Je vais du coup me permettre de conclure l'atelier en vous invitant au prochain. Qui donc, Eddy, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? C'est Ouais. aussi un projet forestier, mais cette fois dans cet territoire grenoblois. Ouais. Donc là, c'est. Alors déjà, la principale, enfin, les 2 différences, ce ne sont pas des délégations de services publics. S'il y a un seul acheteur, c'est les bâtiments communaux. Il y a en fait ces 3 réseaux là qui se sont faits cet automne, hein, dont un a été mis en service cet après-midi. Donc à chaque fois 4 bâtiments, enfin entre 2 et 5 bâtiments communaux. Et un des 2, c'est du granulé et 100% bois. Voilà. Donc c'est ça les différences. Alors il y en a un, c'est une 200 kg bois granulé qui dessert 4 bâtiments communaux. Et les 2 autres, il y en a une, c'est 200 kg plaquettes forestières et on se sert de la chaufferie du gymnase pour faire la pointe. Et l'autre, c'est 600 kg, 2 fois 300 kg plaquettes forestières plus de la pointe locale. Super. Du coup, la Et prochaine puis la fois. différence, oui, c'est aussi que la dynamique citoyenne, elle préexistait sur ce territoire, qui est Avec une l'agglomération de centrale Grenoble. villageoise. Voilà, avec énergie citoyenne. C'est pas villageois, c'est une centrale, on pourrait dire une centrale rurale. Voilà. D'accord. Urbaine, pardon. Urbaine, ouais. Voilà. Et cette prochaine fois, donc c'est le 12 novembre à 16 h. Je vous enverrai le lien donc sur la liste de discussion. Vous avez le lien tout en haut du chat, le lien pour vous y inscrire à cette liste de discussion, si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir toutes les infos. Tout en bas, là, je viens de vous mettre le lien vers le dossier partagé où on partage les documents. Notamment, là, ça vient beaucoup d'Eddy, mais ça peut venir de vous si vous avez des documents intéressants sur les réseaux de chaleur, le bois énergie, pédagogique. On ne veut pas faire une bibliothèque exhaustive, hein, mais c'est tout ce qui va être en lien avec l'atelier et les projets présentés.
Et puis la prochaine fois, on prendra un petit peu de temps pour regarder comment vous avez envie de continuer cet échange dans le cadre d'un atelier thématique d'énergie partagée. En gros, est-ce qu'on continue sur le bois énergie l'année prochaine? Est-ce qu'on rentre sur des problématiques plus techniques? Est-ce que voilà, la question sera ouverte et donc je vous invite à venir avec vos besoins, vos envies, vos demandes pour nous les faire remonter et qu'on calibre le programme, si programme il y a l'année prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une des sorties de cet atelier, un délivrable comme on dit, pour nous, c'est la grande envie de mettre au point un module de formation pour rejoindre les autres modules qui existent. Vous les connaissez sans doute sur notre site. On a une offre aujourd'hui de 7 ou 8 modules de formation. On commence à faire des formations sur des filières. Il y en a un sur la méthanisation qui vient d'être mise au point. Et je pense que le bois énergie pourrait vraiment lui emboîter le pas l'année prochaine. En Voilà. effet, moi je verrais bien, enfin je me permets, excuse-moi Arnaud, hein, je pense qu'il y a, parce que là on passe vite, je pense qu'il y a un sujet qui mériterait d'être davantage creusé, c'est toute la partie contractualisation, voilà, quel type là on parle de DSP, de fourniture de chaleur, mais bon, de pouvoir rentrer dans le détail, il y a quoi dans ces contrats, pourquoi une collectivité prendrait plutôt l'un que l'autre, bon voilà, je pense que là il y a il y a du temps pour faire ça. Ensuite, je pense qu'il y a aussi le sujet économique, hein, le CEP, le compte d'exploitation prévisionnel, quelle charge je mets, des retours d'expérience, des chiffres clés là-dessus, quoi. Et ça, je pense que c'est voilà. Et puis après, je pense que c'est aussi tout le suivi d'exploitation d'une installation en bois énergie. Là, j'ai insisté lourdement sur le fait qu'il faut le faire, mais bon, voilà, comment on le fait, ça veut dire quoi? Et pareil, et puis voilà, quelle est la place aussi des citoyens là-dedans? Bon, on en a parlé sur Lucinge, qu'est-ce qu'ils font? J'ai oublié de vous dire, ils font une autre chose, les citoyens. Depuis très peu de temps, là, ils analysent l'humidité du bois régulièrement, une fois par semaine. Enfin, voilà, il y en a 4 qui se sont dit, OK, voilà, donc 4 semaines dans le mois, ils y vont chacun les uns. Voilà, donc ils prennent du bois dans le silo, ils le pèsent, ils le mettent dans le micro-ondes et puis voilà, quoi, ils écrivent ça. Et, voilà. Mais ça peut être des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi un sujet, parce que autant l'exploitation, je le vois, je pense qu'il ne faut pas le faire, autant il y a quand même un certain nombre de sujets autour de tout ça. Puis c'est aussi comment, voilà, parce que faire que financer, ce n'est pas forcément très intéressant pour les citoyens, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, voilà. Ok, bon merci. Voilà des pistes que sans doute on creusera l'année prochaine. Merci beaucoup Eddy de partager ce savoir-faire et puis je vous donne rendez-vous donc le 12 novembre à 16h. Bon week-end de la Toussaint à tous et à bientôt. Eh ben, bon week-end à tous et c'était un grand plaisir pour moi. À très bientôt.